Nos invités d'aujourd'hui ont trouvé l'amour dans un lieu plutôt inattendu, puisque c'est à l'hôpital que leurs cœurs ont commencé à battre la chamade. On est tous arrivés avec une déficience à un moment donné et on repart avec quelque chose qu'on n'attendait pas et qui est encore plus fort. Rémi est militaire lorsqu'il est victime d'un grave accident de parachute. Son moral est au plus bas lorsqu'il croise le regard de Mathilde. Je pensais plus qu'à elle. J'avais toujours traîné devant sa porte et puis après, dès qu'elle ouvrait la porte entre deux patients, « Ah, vous êtes là Chaque jour, Mathilde assure la rééducation de Rémi. Peu à peu, un rapprochement s'opère, mais Mathilde va longtemps freiner ses sentiments naissants. Un après-midi, je le vois par la fenêtre, assez proche de cette fille qui me touche le bras. Et je me suis dit, bon, clairement, si tu commences à sentir une petite gêne parce que tu vois qu'il est avec quelqu'un d'autre, c'est que... Émilie et Julien ont un coup de cœur à l'hôpital. Très vite, l'ascenseur va devenir leur petit jardin secret. Le moment de l'ascenseur, c'était le moment où on pouvait se dire des choses, faire des gestes et tout ça, voir qu'il y avait quelque chose qui s'allait. Tous les deux en convalescence, Jean-Marie est attendri par Nathalie et la prend rapidement sous son aile. Elle avait besoin d'aide. Je sais pas, moi je me suis senti responsable, quoi. Chevalier. Un peu, ouais. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, c'est d'amour dont on va parler ensemble. L'amour qui frappe souvent quand on ne s'y attend pas. C'est ce que vont nous raconter nos invités puisqu'ils ont trouvé leur moitié à l'hôpital. Pour les uns, ils étaient tous les deux patients et donc vulnérables quand ils se sont lancés dans l'aventure. Pour d'autres, c'est l'équation patient-soignant qu'il a fallu résoudre avant de démarrer une belle histoire. Alors, comment fonctionne le coup de foudre? Le fantasme de la blouse blanche existe-t-il? Enfin, ces histoires au début originales peuvent-elles être durables? C'est ce qu'on va voir avec mes 6 invités aujourd'hui. Rémi, quand vous arrivez à l'hôpital, vous n'imaginez évidemment pas que vous allez tomber amoureux. Vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit puisque vous venez de vivre un drame. Oui, exactement. J'ai subi un accident de parachute. Donc quand j'arrive, je suis paraplégique. Donc on imagine votre état d'esprit, vous nous le raconterez tout à l'heure. Oui. Et donc vous faites connaissance de Mathilde, qui fait quoi dans la vie à ce moment-là? Mathilde, qui est psychomotricienne. Et je la croise dans un couloir. Elle venait se présenter au kiné. Vous, Mathilde, je crois qu'il y a une phrase que dit souvent Rémi, que vous avez toujours dans un coin de votre tête. C'est quoi? Alors c'est une phrase qui est un petit peu ambivalente pour moi, c'est-à-dire que je l'aime bien et en même temps je l'aime pas trop. Il dit qu'il a dû perdre ses jambes pour me rencontrer. Donc d'un côté c'est flatteur, d'un autre, bon, j'aurais préféré que ce soit dans d'autres conditions pour lui, mais je pense que ça témoigne assez de notre histoire. Bon, et puis il y avait une force antagoniste énorme, puisque vous étiez soignante, il était patient. Et donc il y a une règle, c'est ça? La déontologie, normalement, fait que c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Bon, on va voir comment vous avez résolu ça et comment on fait pour résister et comment on fait pour ne pas s'arrêter quand il y a ce genre d'obstacle. Donc Jean-Marie et Nathalie, vous êtes rencontrés tous les deux dans un centre de rééducation. Vous étiez patients tous les deux. Oui. Vous vous rappelez de la première image que vous avez Ah oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y avait une petite brune qui déambulait dans les couloirs. Elle n'était pas, disons, très stabilisée, quoi. Oui, je suis restée 3 semaines dans le coma et quand je suis sortie du coma, j'étais vraiment handicapée. Je ne voyais plus, enfin paralysée. Et je suis allée en rééducation parce que je ne savais toujours pas écrire, lire. Et donc... compter, etc. Il a fallu tout réapprendre. Oui, il a fallu tout réapprendre, oui. Et on peut dire que Jean-Marie, finalement, a joué voilà, un grand il était rôle. le meilleur maître. Oui, oui. Et donc, la question, c'est au fond, puisqu'on parle de coup de foudre, lequel des deux s'est rendu compte en premier qu'il y avait quelque chose? De ma part, voilà, ça a tilté, quoi. Je pensais pas déjà un peu comme Rémi, que ça m'arriverait, que c'est pas l'endroit, voilà. Puis en plus, j'avais l'âge quand même, j'étais assez âgé. 38 ans. J'avais 38 ans. À 38 ans, on peut plus tomber amoureux. Mais je pensais, sincèrement, qu'on ne pouvait pas tomber amoureux. Et puis, bon, si vous voulez... C'est l'amour. L'amour, c'est plus fort que tout, quoi. Alors, Émilie et Julien, vous êtes rencontrés aussi dans un hôpital.
Vous étiez là quasiment pour presque les mêmes raisons, parce que vous êtes sportifs tous les deux, donc vous êtes footballeuse, vous êtes rugbyman, et donc vous avez quoi Parce que je ne vais pas dire un truc médical que j'ai peur de me tromper, alors allez-y, c'était C'est les ligaments croisés du genou. D'accord. Voilà. Donc rupture totale et après donc une opération et suite à notre activité sportive en fait. D'accord. Voilà. Donc je suis arrivée moi donc avec ma mère, avec le moral à zéro. Et donc la première chose qu'on fait, c'est rentrer dans cet ascenseur. Et il y avait donc Julien. Moi, je descendais à la cuisine, je crois que c'était pour manger. Et la première chose qui m'a attiré vraiment, quoi, c'était vraiment son regard. Et puis Et à voilà. ce moment-là, vous ne savez pas que l'ascenseur va devenir très important et très utile pour vous. C'est ça. Exactement. D'accord. Et donc vous êtes là pour nous le raconter, puisqu'il y a un deuxième enfant qui est en route. C'est ça, exactement. Le Oui, le sixième mois. deuxième. Oui. Donc à la question est-ce que c'est un coup de foudre illusoire, la réponse est non. Non, forcément. Pascal, vous êtes psychologue. Qu'est-ce qui se joue quand on tombe amoureux? Il y a des études qui ont été faites sur les coups de foudre. Est-ce qu'un contexte comme celui-là, finalement, favorise, au contraire, est un obstacle, finalement, à l'amour? Vous nous raconterez tout ça quand vous écouterez l'histoire. Voilà. Merci beaucoup. Donc Rémi, pour comprendre ce qui vous amène dans cet hôpital et ce qui vous amène à rencontrer Mathilde, vous êtes à ce moment-là de votre vie donc parachutiste, vous êtes Oui. Militaire professionnel. C'est ça, je suis au sein des commandos parachutistes de l'air numéro 20, qui était basé à Dijon. Ce jour-là, c'est un entraînement comme les autres. Je rentrais de mission du Mali. On doit faire un certain nombre de sauts dans l'année pour garder nos qualifications. Et à ce moment-là, mon chef me rappelle de vacances et me dit il te manque des sauts, donc il faut que tu ailles sur la séance de sauts à Gap. Donc je rentre à Gap, etc. La semaine se déroule bien. Et puis le jeudi matin, il y avait ce saut-là et moi je ne le sentais pas. Mais voilà, par fierté, de toute façon, le saut, on le fait. Et puis, C'est ce qu'on appelle un pressentiment. ouais, Et c'est la première fois que vous en avez un. c'est la première fois que ça m'arrivait en parachutisme. Ouais. Et puis je pars. Et puis au moment de l'ouverture, donc à 1200 mètres, mon parachute ne s'ouvre pas. Et quand mon parachute de secours s'ouvre, et ben à ce moment-là, en gros, ça ouvre aussi mon principal, qui lui était bloqué dans la dépression, pour schématiser. Et je me retrouve ouvert avec deux voiles qui se sont entremêlées. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Ben à ce moment-là, ça va très vite, parce qu'il faut savoir qu'on descend à 200 km/h, donc le temps de réaction, c'est à 200 km/h, qu'on a mis 200 mètres, on a 10 secondes pour réagir et faire les bons gestes. Et une fois que je suis sous deux voiles, mon but, c'est d'essayer de démêler et qu'il y ait le plus de caissons ouverts. Il y a quoi, plus de caissons ouvertes? Et ben en fait, un parachute contient 9 caissons. Et donc, c'est des caissons qui vont nous ralentir. Et donc, et moi, on va dire, lors de mon impact, la voile était ouverte à un quart, quoi. D'accord. Ça s'est passé en une dizaine de secondes. Donc, pendant 10 secondes, on se va mourir parce qu'on sait que l'impact va être très violent. On voit la vitesse à laquelle on descend et on voit le sol arriver à une vitesse vertigineuse. J'étais pas loin de la piste d'atterrissage et j'ai une amie qui était décédée à cet endroit-là. Et donc, tout de suite, j'ai pensé à elle, qui était décédée dans les circonstances un peu similaires aux miennes. Et c'est comme si vous étiez dans un TGV et que vous voyez le mur arriver, mais que vous ne pouvez pas freiner. Je me dis, dans ma tête, à ce moment-là, dans 3 secondes, tu vas mourir. Donc, Il y a un impact, et la question c'est est-ce que vous perdez connaissance? Eh bien non, je ne perds pas connaissance. En fait, j'ai perdu un petit peu de mémoire, mais réellement, c'est l'instant T de la chute, le moment de l'ouverture du parachute, etc. Par contre, une fois que je suis dans l'impact, je me rappelle regarder à ma droite et je vois mes collègues courir de mon équipe sur moi. J'ai vraiment tout subi et Donc tout vécu. donc la douleur. Donc la douleur est très très intense. Et à ce moment-là, j'ai mon collègue qui me prend la main quand il arrive assez rapidement et qui me dit est-ce que tu sens tes jambes? Et je vois mes jambes, elles sont pas mises comme elles devraient. Et donc tout de suite, on va dire 5 minutes après l'impact, j'ai compris que j'étais paraplégique. J'ai eu la chance qu'on a un infirmier sur place, militaire. Donc il a pu intervenir assez rapidement et me mettre de la morphine assez rapidement. Et étant donné qu'on était sur une zone aéronautique, l'hélico a pu aussi arriver très rapidement. Oui. Parce que là, qu'est-ce que vous avez à ce moment-là? Et ben à ce moment-là, j'ai 2 côtes cassées, j'ai la jambe gauche au niveau de la cheville multifracturée, et puis j'ai 2 vertèbres fracturées avec compression de la moelle épinière, et qui provoque cette paraplégie. Et puis une épaule qui est complètement déboîtée. Je me rappelle qu'on a bien galéré justement pour rentrer dans l'hélico. Parce que j'avais comme l'épaule déboîtée, ils ont dû entre guillemets, la remboîter pour que je puisse passer dans l'hélico. Ça, je me souviens très bien.
Et donc à ce moment-là, après, je suis transféré sur l'hôpital de Grenoble et je suis opéré tout de suite. L'accident a eu lieu à 8h. Je pense que j'ai dû être opéré sur les coups de 10h, 10h30. Et quand vous arrivez dans le centre de rééducation, vous êtes dans quel état d'esprit, justement, par rapport à la question du handicap? Ben moi, quand j'arrive au centre de rééducation, pour moi, c'est une délivrance. Parce que j'arrive dans un milieu militaire et puis des personnes qui comprennent. En fait, Ils comprennent quoi? Ils comprennent tout, ils comprennent d'où on vient, ils comprennent qu'une carrière se brise et que tout ce qu'on pouvait se raccrocher avant l'accident, c'est fini. Quel genre de questions on se pose? Ben, quel va être le devenir de la vie, étant donné que clairement, son métier et sa passion s'arrêtent du jour au lendemain. D'autres passions aussi. Et toutes mes autres passions, parce que moi je faisais aussi du parachutisme sportif, c'était ma passion numéro 1, plus la course à pied, etc. Donc tout s'est arrêté. Et à ce moment-là, j'essaie de me raccrocher, de me rassurer, je sais pas, en faisant des blagues, des fois très lourdes, je pense. Mais De votre point de vue ou du point de vue extérieur? je pense du point de vue extérieur, mais non, j'essaie de faire des blagues, de rigoler un peu avec les infirmières, les médecins. Est-ce qu'à ce moment-là, on a besoin de se rassurer sur l'idée qu'on plaît encore? C'est ça, oui, clairement. Ouais. À ce moment-là, on se dit... j'étais avec quelqu'un avant Mathilde, et on se dit, si elle nous quitte ou autre, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va vivre, surtout le fait de ne plus aller en boîte de nuit, etc. Même si après, on s'aperçoit qu'on peut continuer à aller en boîte de nuit. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. Et il n'y a personne réellement, même si les médecins essayent de nous rassurer. Le paradoxe, c'est que j'étais aussi contre tout ce qui était psychiatre. Réellement, je ne voulais pas voir de psychiatre parce que... Parce qu'elle est psychologue. Voilà. Parce qu'en fait, psychiatre, pour moi, c'est médicament. Et donc voilà. Mais comme on n'avait pas de psychologue à l'hôpital, il n'y en avait qu'une, mais qui venait que le jeudi. Donc je la voyais très peu. Mhm. Donc, Et donc, Mathilde, quand vous le rencontrez, vous rencontrez quelqu'un de blagueur, c'est ça? Oui, de très lourd. Moi, je sais que... Moi, j'ai dit blagueur, vous avez... En fait, moi, je suis arrivée, c'est vrai que ça faisait déjà quelques mois qu'il était à Percy, donc il était assez à l'aise. Il était chez lui, il maîtrisait les locaux, il connaissait tout le monde. Je dirais pas que c'était le petit Pacha, mais c'était, voilà, il était dans son élément. Je dirais pas quelque chose que je suis en train de dire. En fait. Et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui déjà se faisait attendre, c'est-à-dire que le médecin, on arrive à une dizaine de blouses blanches et c'était le seul chez qui, non, je suis pas encore coiffée, attendez un peu. Voilà, il se faisait attendre, quand on arrivait, il faisait des petites blagues ou des choses comme ça. Et mes collègues qu'il avait en rééducation, me disaient qu'il faisait son spectacle. Et, Donc il vous intrigue? Voilà, il m'intrigue le premier jour parce que voilà, c'est le premier qui sort de plateau technique pour venir m'interpeller dans le couloir. Il me demande c'est quoi la psychomotricité. À ce moment-là, vous le voyez comme un blagueur ou comme un dragueur? Moi, je reste vraiment sur le blagueur. Je reste vraiment sur le blagueur. Je sais que... ça, tu le sais déjà, mais on disait qu'il était attachant. C'est quelqu'un de foncièrement gentil et qui son histoire nous touche, sa personnalité nous touche. Et en même temps, c'était le genre de mec je suis pas infirmière, mais je sais que mes collègues infirmières, ils les bipaient toutes les 5 secondes pour une feuille, pour une poubelle, pour un stylo, pour une fenêtre. Il avait besoin d'avoir du monde, de discuter. Vous ne contestez rien, visiblement. Non, je conteste pas. C'est vrai que je le sais. J'ai surtout. Il s'en est excusé par la suite. Je m'en suis excusé par la suite. Au début, quand je suis arrivé à Percy, j'ai fait 3 mois allongé, donc je ne pouvais pas me lever. Et puis comme j'étais un peu maniaque, donc des fois je sonnais pour qu'on remette droit la boîte de compresse. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé ça. Quand on est maniaque et carré, qu'on passe rangé par soi-même. C'est ça, quand on est allongé et puis qu'on voit c'est mal rangé devant et puis qu'on peut pas le faire, on peut pas se lever, et qu'on n'a qu'une envie, c'est se lever. Des fois j'allais se sonner et moi je pensais pas que il y avait 2 infirmières ou 3 infirmières pour 50 patients. Et donc des fois c'est sûr qu'elle allait se déplacer et puis au bout de la 3e fois elle en avait marre, quoi. Donc ça c'est l'image qu'elle a de vous. Ouais. Et de votre côté, donc quand vous la rencontrez, vous vous rappelez de la première Moi image? je me rappelle, j'étais au pareil donc en kiné avec ma kiné. Et tout de suite, donc elle passe, elle dit voilà, elle se présente, bonjour, je suis la nouvelle psychomotricienne, etc. Et c'est là où je lui dis, moi, qu'est-ce que la psychomotricité? Pour voir, en fait, quel est son métier, comment je vais pouvoir faire pour aller en rendez-vous avec elle. Et ça a été une grosse négociation après. Parce que comme le médecin savait que je ne voulais pas tout ce qui était psy, et après, il a fallu lui expliquer qu'en fait... Parce que dans psychomotricité, il y a psycho. Il y a psycho. Donc, quand j'ai appelé le médecin et puis que je lui ai dit la psychomotricité, pourquoi pas essayer, etc. Il m'a dit Rémi, c'est pas parce que c'est Mathilde, qu'elle est jeune et jolie. J'ai dit non, c'est pour voir ma reconstruction, sur l'exemple de mon corps, etc. Alors que pas du tout. C'était juste pour aller
en séance avec Mathilde. Et puis après, ça m'a beaucoup servi aussi par la suite quand même. Donc on va voir effectivement comment ça s'est passé, à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'effectivement il se passait quelque chose. Et puis il y avait un vrai obstacle, c'est que vous n'avez pas le droit. Et alors vous allez m'expliquer comment ce droit est exprimé, parce que je n'arrive pas à imaginer un contrat où on dit vous n'avez pas le droit de tomber amoureux. Donc vous nous raconterez comment ça se passe. Nathalie et Jean-Marie, vous êtes rencontrés aussi à l'hôpital. Nathalie, bon, j'ai la sensation que le fait de vous voir là en chair et en os, c'est presque une renaissance. Ah oui, parce que j'ai été déchoquée 27 fois. Donc, je dois la vie aux médecins qui ont été là. Alors, vous avez attrapé le paludisme, c'est ça? Oui. Il y a eu une crise? J'ai eu le paludisme, j'ai été soignée dans un hôpital de médecine tropicale. Et j'étais chez ma mère parce que j'avais plus de chauffage chez moi. Et un soir, après avoir pris le dernier comprimé, je m'étais mise au lit. J'y voyais plus. J'avais mis mes lunettes. Et ça me serrait au niveau de la poitrine, c'était de plus en plus vraiment violent. Et puis je me suis mise à hurler, ça serrait, ma poitrine me serrait. Et j'ai perdu connaissance. Mais en fait, je perdais connaissance, mais je m'entendais hurler. C'était très bizarre, il y avait une espèce de décalage. Je hurlais et je me disais, mais c'est bon, je vais mourir là. Et mon cœur s'est arrêté. Mon beau-père est allé chercher le médecin traitant dans la rue qui était à côté. Il est arrivé avec sa sacoche et bon, il a compris que je faisais des arrêts cardiaques. Et là, bon, le SAMU est arrivé. Dans le camion, il m'a fait une injection directement dans le cœur pour, je sais pas, enfin, de quel produit, pour déchoquer, pour que le cœur reparte. Je suis rentrée en déchocage, mais j'étais inconsciente. Hein. Et ils ont appelé ma mère 3 fois. Pour lui dire que c'était fini, quoi. Le cœur repartait pas et que ça redémarrait pas. Et vous allez dans le coma pendant 3 semaines. Oui. Là, les médecins disent à vos proches qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer au Oui, parce réveil. que j'avais l'encéphalo, c'était vraiment, bon, pas plat, parce que sinon on est mort, mais j'avais eu un édème cérébral, c'était lourd, quoi. J'étais... Et vous allez vous réveiller en reconnaissant quand même votre famille. Oui, au début, je voyais presque rien. Et puis petit à petit, là, ma vue est revenue. Mais j'entendais, je reconnaissais, oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez passer 5 mois à l'hôpital. Oui. Et donc, il y a beaucoup de confusion, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses à réapprendre. Oui. Et puis, vous allez arriver dans ce centre de rééducation. Oui. Donc, j'arrive dans ce centre de rééducation. Et bon, c'est assez convivial parce que on mange ensemble. Il y avait une espèce de bar et tout ça, et on discutait. Et bon, il y avait Jean-Marie qui était là, dans son fauteuil roulant. On parlait souvent parce qu'on mangeait, en plus, on était côte à côte. Mais sincèrement, c'est vrai que c'était pas mon genre d'homme. Enfin, j'étais plus attirée par le genre méditerranéen, brun. Bon, là, il était blond, il avait les cheveux tout bouclés. Mais bon, c'était quelqu'un de très jovial, qui avait la pêche. Et à ce moment-là, on peut dire pourquoi vous étiez dans un fauteuil roulant, Jean-Marie? Parce que je m'étais fait opérer d'une prothèse de hanche. C'est à la suite d'un accident de voiture. Hein. Ah oui, à la suite d'un accident de voiture. Quel est votre état d'esprit quand vous la voyez pour la première fois? Ben, de suite, bon, elle me plaisait bien, quoi, disons, voilà. En fait, c'est un sentiment... Enfin, j'étais amoureux, quoi, tout bête, je pouvais plus me passer d'elle, quoi. Son côté, parce qu'elle est vulnérable à ce moment-là, parce qu'elle sort du coma. Oui, alors je voulais pas, justement... Elle m'excuse, mais je voulais pas, justement, que... Profiter de la situation. Pense que je profitais de l'occasion, quoi. Mais du coup, ce côté vulnérable, ça aurait pu vous faire vous détourner. Là, c'est le contraire qui se passe. Oui, elle avait besoin d'aide, elle avait besoin de... Je sais pas, moi, je me suis senti responsable, quoi. J'ai dit, bon, un peu, ouais. Et est-ce qu'on peut dire, parce que effectivement, aujourd'hui, vous êtes ensemble, ça fait pas mal d'années, 20 ans. 22 ans. Mais à ce moment précis, vous avez une vie par ailleurs. Oui, j'ai une vie par ailleurs. On a beau essayer de se raisonner, ça marche pas, quoi. Émilie, Julien, vous nous avez dit que vous vous êtes rencontrés donc à la suite de cette... Je vous laisse dire le diagnostic parce que je ne vais pas faire d'erreur. Une rupture des ligaments croisés. Voilà. Et donc, tous les deux, vous êtes sportifs. Julien, vous êtes rugbyman. Émilie, vous êtes footballeuse. C'est ça. Et pour qu'on comprenne quand intervient ce coup de foudre dans l'ascenseur, le contexte, c'est-à-dire que vous êtes
plus que contrarié à ce moment-là parce que vous sentez que ça compromet quelque chose. C'est ça. Pour moi, le foot, c'était ma vie. J'en fais depuis l'âge de 5 ans et demi. Donc, j'étais dans une période en plus importante. Nous étions en national avec mes coéquipières. Et sur un match, donc, je me suis blessée. Donc, pour moi, c'était la fin. Donc, Et donc, quand vous rentrez dans l'ascenseur, le fameux ascenseur, oui. donc ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans cet état d'esprit de descente aux enfers, Mhm, donc quelque chose de négatif. tout à fait. Et donc, malgré ça, votre cerveau va quand même avoir une petite place pour remarquer Remarquez Julien, le passager. ouais. C'est ça, Julien, ses yeux. Et puis la petite blague qu'il fait auprès de ma mère. Oui. Il a fait une blague, je ne me souviens plus exactement des mots précis. Je viens vous en rappeler. Bon, ça doit être un peu pareil, un peu lourd. Hein. Ouais, lourd, voilà. Mais stratégiquement, la blague, elle est pour la mère. C'est ça. Voilà, donc ambiance un peu plus détendue, malgré le fait que, bon, moi, moralement, je n'étais pas bien. Donc, après, ben voilà, on se quitte l'ascenseur. Enfin, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que là, vous comprenez que lui, il est résident aussi. Voilà, ben, elle était en béquille aussi, hein, donc on se reconnaît vite en général. Le Donc, boiteux. c'est pas le stress de waouh, un regard croisé et puis on va peut-être plus jamais se revoir. Là, vous savez que Je il est dans sais les murs. que, ouais, voilà. On va normalement se recroiser. Ben, oui, en plus, ça s'est vérifié parce que nous étions au même étage des chambres côte à côte. Donc, on ne pouvait que se voir. Et on avait le même kiné. Et donc, du coup, ben, j'étais vraiment H24 avec Julien, quoi, presque. Mhm. Donc, c'est vrai que dans l'ascenseur, je savais que j'allais le revoir. Je m'intéressais sans plus parce que c'était un rugbyman, ça se voyait. Et donc moi, je détestais les rugbymen. Ah, carrément. Ah oui, oui, oui. Ben, footballeur et rugbyman, en général, ça ne fait pas bon ménage. Julien, vous confirmez que vous sentiez cet Ah aspect? oui, tout à fait. Ouais. Non, mais elle était assez. Elle me l'a dit carrément, hein, parce qu'elle est assez franche quand même, elle a un caractère assez important. Et donc, du coup, oui, elle m'a dit carrément que déjà les rugbymen, elle avait un a priori. Premier repas, déjà. Mais Ça comme m'était vous un êtes peu- compétiteur, ça vous arrête pas. Voilà, ça m'a plus attiré que repoussé. Voilà, exactement. Donc, c'est important. Et donc, c'est 24 heures sur 24, finalement, à devoir se reconstruire. Oui, C'est ça le paradoxe de votre histoire. Hein. c'est ça. Ben oui, donc la rééducation tous les jours de 8h à 17h. Voilà, se reconstruire physiquement mais aussi moralement. Donc d'être tous ensemble et d'avoir finalement une même situation, des mêmes objectifs, ça permet de se reconstruire plus vite et de créer des liens finalement. Et alors, on a envie de dire, là, ils n'avaient pas le droit de tomber amoureux, là, il y avait des situations qui ne permettaient pas. Dans votre cas, il n'y a pas d'obstacle? Si, il y en avait des obstacles. C'était quoi les obstacles? Ben, on avait chacun nos vies respectives, hein, donc moi je n'y allais pas pour rencontrer du tout quelqu'un, donc l'obstacle il était là. Et puis les choses se disent beaucoup, beaucoup d'hommes, peu de femmes, donc c'est vrai que Donc, on va voir que vous avez choisi la discrétion, c'est ça? c'est ça, exactement. C'est pour ça que l'ascenseur a son importance. Exactement, On va voilà. en parler dans un instant. Pascal, à ce stade, donc on a compris ce qui amenait ces êtres humains dans ces endroits-là, des endroits où on vient de vivre une tragédie quand même. Hein. Donc on est dans un état très particulier. Et puis finalement, on se rend compte que dans le cas des 6 invités, il y avait assez de raisons pour ne pas tomber amoureux finalement. Oui, non, mais c'est parce que ce ne sont pas seulement des endroits, mais ce sont aussi des situations, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de vivre au niveau physique et psychologique. Mais quand même, on voit bien le point commun de ces histoires, forcément, c'est que a priori, il y a quelque chose qui empêche au départ. Et effectivement, souvent, quand on est dans une situation physique très, très difficile, après un accident, par exemple, il y a une fermeture qui se crée. Donc, il y a quelque chose qui empêche encore plus une éventuelle rencontre. Il y a une fermeture parce qu'on est concentré sur ces problèmes, sur la douleur, sur les empêchements. Mais on est en même temps vulnérable. Et du fait de cette vulnérabilité, il suffit qu'il y ait quelque chose, un catalyseur, quelque chose qui déclenche une réaction émotionnelle pour faire en sorte que, en fait, ça va s'ouvrir. Et en fin de compte, il y a une possibilité de rencontre, d'être touché par quelqu'un. Et ça passe effectivement souvent à travers l'humour. Aussi, en ce qui concerne Rémi, c'était pas seulement... Je pense de sa part, l'envie d'attirer l'attention sur soi. Je pense que lui, il avait envie d'avoir le contrôle. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle. C'est vrai que oui, il y a pas mal de contrôle. Et je rebondis sur ce que vous dites, oui. Il y a l'ouverture, il y a le fait, justement, comme on est tous dans un centre,
il n'y a plus de milieu social, etc. On arrive, on est tous, on est au même statut. C'est comme on oublie tout, il n'y a plus les vêtements. Enfin, et puis on se conseille, on s'aide. Moi, j'avais une patiente. Enfin, moi, j'avais une. Ça s'appelle un lapsus. Ouais, ça s'appelle. Alors, docteur Rémi avait une patiente. Et j'ai rencontré une amie que j'ai vue pareil tout de suite et qui s'était fait amputer d'une jambe. Suite à un accident de voiture, et on a tout de suite créé des liens, et puis on a discuté, et puis voilà, des fois il y avait des étapes où ça allait mal, donc j'étais là pour essayer de l'aider, et des fois c'était l'inverse, c'était elle qui venait, moi j'avais pas envie de bouger de ma chambre, etc., j'avais un peu le moral dans les chaussettes, et c'est elle qui venait dans la chambre, puis on rigolait, et puis... Donc on est plus empathique et plus authentique. Ouais, Exactement, clairement. c'est ça. Ouais, il y a aussi une façon dont la vulnérabilité est perçue en dehors de ce contexte. La vulnérabilité fait peur ou est perçue, enfin est discriminée et donc discriminante. Et Alors comme que une là, faiblesse. non. Voilà, c'est ça. Alors que là, la vulnérabilité, elle est partagée, elle est. Ouais, c'est ça. Même si la on- différence. Voilà, on va La différence, ça s'en fait sortir peur. ensemble. Vraiment, quelqu'un en fauteuil, on ne sait pas comment l'approcher. C'est vrai que, bon, enfin, les gens, ça leur fait peur. Un fauteuil, quelqu'un en fauteuil, c'est vrai que on ne sait pas. Oui, on ne sait pas si on doit lui demander est-ce que vous voulez un coup de main, Voilà, vous voulez pas un coup c'est de main, ça. est-ce qu'il va Voilà. préférer être autonome, Voilà, va être poussé, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Alors que dans un milieu donc, est tous, de rééducation comme ça, on voit la fauteuil. personne qui est un peu embêtée, mais même souvent des personnes âgées, plus âgées, tac, on l'aide parce que nous, on peut. Voilà, c'est. Ouais. Alors, C'est naturel. alors que dans le civil, je ne suis pas convaincu que Ça fait peur, quoi. Je pense que c'est je ça. c'est toucherai la le crainte. fauteuil. Pourquoi? Parce que j'ai peur de Et ça, faire. D'être Je intrusif. sais pas, moi, un Oui, choc. Oui, un- attendez, voilà. c'est et exactement. ça se prête à la fois à l'humour, donc à des Ouais. dédramatisations, Ah oui. et aux échanges très cash. C'est-à-dire, voilà, si quelqu'un a besoin d'aide, il demande, ou s'il n'en veut pas, il va dire non, tu m'embêtes. Aux échanges extrêmement directs. Ça Et se je prête rebondis là-dessus, beaucoup. c'est exactement ça, parce que moi, par rapport après mon parcours, j'ai vu beaucoup d'Andy, et c'est vrai, on est en échange cash, et toi l'amputé, qu'est-ce que tu Voilà. fais, tu vas Ouais, chercher ouais, ta c'est- jambe là-bas, Ouais, enfin, c'est c'est vrai. vraiment des mots cash, on est vraiment cash, et sans empathie par rapport au handicap ou à la maladie, quoi. Sans Vraiment. faux semblant, en tout Sans cas. faux semblant. Donc, Alors, on a dit cash, mais est-ce que Rémi était cash ou est-ce qu'il est allé par des détours pour que vous compreniez qu'il était en train de Alors, tomber amoureux de vous? pas mal de détours. Bon, alors non. Moi, je voyais rien parce qu'il était dans la catégorie patient et du coup. Donc, amour interdit. Voilà, c'était un patient très sympathique. S'il était en retard, il appelait, il s'excusait. J'ai même eu le droit à des fleurs. Donc, des progrès quand même. Donc, voilà. Des Ah, fleurs oui, quand alors, vous arrivez en retard. ça arrive une fois, mais, mais quand même, c'est assez pour le noter. Et non, il était très différent. C'est-à-dire que avec les autres, voilà, il était lourd sur les plateaux techniques. En plus, c'est des plateaux qui sont ouverts, donc vous êtes avec d'autres patients, donc il y a vraiment moyen d'être un petit peu en démonstration. Alors que moi, j'ai un bureau, j'ai une salle fermée, et du coup, on n'est que tous les deux. Et il était très sérieux, c'est-à-dire que je lui demandais des choses et il était très appliqué dans ce qu'il faisait, dans les exercices que je proposais. Voilà. Moi, j'avais des retours où voilà, il était très embêtant en séance, très lourd, très charmeur, très dragueur. Et moi, j'étais la seule à dire ah, non, pas du tout. Et là, vous vous rendez je dois pas compte lui plaire. Là, Je vous dois vous pas rendez lui compte plaire que- parce que vraiment, je dois pas être à son goût parce qu'il essaye rien du tout. Donc. Et à quel moment vous comprenez? À partir du... j'ai perdu ma grand-mère quelques mois après mon début de contrat. Donc j'ai dû m'absenter quelques jours et à mon retour, il m'avait acheté du coup avec sa collègue Fabienne un petit coffret de crème et parfums. Et il m'avait écrit une très jolie lettre. Ils avaient acheté une petite carte avec et où j'ai plus les mots exacts en tête, mais il parlait d'amour, de tristesse, de décès. Enfin, c'était très joli, mais le geste en lui-même m'a beaucoup touchée. Après, je pourrais pas dire que j'ai compris que c'était différent d'un autre patient dans le sens où c'est quand même fréquent qu'on ait des petits cadeaux, des chocolats, des choses comme ça. Donc son geste, je l'ai apprécié, mais je l'ai pas encore vu comme une approche plus que D'accord. mesure. Au bout de combien de temps vous vous rendez compte que vos séances durent le double? C'était sur la fin. C'était sur la fin. Bon, alors c'est quand même, je pense que vous l'aurez remarqué, quelqu'un d'assez bavard. Et donc du coup, on a la discussion facile, mais pendant la plupart du temps de mon contrat, je maintiens le rythme des séances normales. Après, par contre, c'est vrai que du coup, des fois, il m'attend à la sortie de l'hôpital pour me dire au revoir, mais du coup, c'est des au revoir qui durent 3/4 d'heure, 1 heure. Ou c'est vraiment peut-être la dernière semaine de contrat où là, du coup, je le vois en fin de journée et je reste un peu plus que de mesure. Mais Et à quel moment c'était clair pour vous que vous étiez en train de tomber amoureux?
Parce que, comme on disait, moi, ça faisait quand même... à cette époque-là, quand on s'est rencontrés en février-mars, ça faisait bien plus de 6 mois que j'étais à l'hôpital. J'avais fait donc 3 mois allongés complets. Donc, c'était... moi, je pouvais pas sortir en plus, donc je pouvais pas de week-end, etc. C'était vraiment l'hôpital H24. Et ça me faisait... comme j'avais pas de suivi réel psychologique, j'ai beaucoup parlé avec Mathilde. Elle m'a fait parler. On a fait dans ces séances, etc., de tout et de rien. Et elle m'a aussi beaucoup aidé, je pense, à accepter le handicap. Ouais. Donc, après, je pensais plus qu'à elle, quoi. À comment je vais faire pour la voir. Dès que, en fait, elle était entre ma chambre, moi j'étais près des infirmières, et son bureau était très loin, tout au fond vraiment du couloir, à l'opposé. Et donc moi je me déplaçais toujours en fauteuil, j'allais toujours traîner devant sa porte, et puis après dès qu'elle ouvrait la porte entre deux patients, ah vous êtes là je passais par hasard, ça faisait 20 fois que je faisais l'aller-retour, ah vous êtes là, bonjour, oui. Et puis donc j'arrivais à discuter 2 minutes par hasard. Un peu de la faute, t'es parti à Monoulk. Oui, voilà. Et une fois, je suis parti, en discutant, je suis parti en marche arrière, j'avais le fauteuil, et je me suis pris le chariot des infirmières, j'ai fait me retourner en fauteuil, quoi. Donc, vous êtes conscient à ce moment-là. D'abord, est-ce que vous sentez la réciprocité ou pas du tout au début? Non, franchement, non. Non, j'ai pas senti du tout la réciprocité. Donc, à quel moment ça apparaît pour vous? À quel moment ça apparaît? Ça a vraiment, je pense... quand je continuais à faire... à chaque fois, je lui demandais, entre guillemets, à quelle heure elle terminait. Donc, je savais à quelle heure elle terminait, par où elle passait pour rentrer à sa voiture, etc. Et donc, je me positionnais sur le parking pour pouvoir être à l'intersection, faire style de rien, genre je me balade sur le parking. Et donc, à ce moment-là, je fais des tours de parking. Alors que vous avez étudié son emploi du temps. Alors que j'avais étudié l'emploi du temps. Où est-ce que je vais me balader? Je savais où elle allait être. S'il pleuvait, je savais qu'il fallait que je me mette là, etc. Enfin, j'avais repéré sa voiture, où sa voiture était, etc. Et, ça, c'est le côté militaire. Voilà, ça, c'est le côté militaire stratégique. J'avais tout repéré. Et ce qui s'est passé, c'est que au début, on se disait au revoir. Je lui disais, voilà, ça durait 5 minutes. Et après, à la fin, oui, ça durait 3/4 d'heure, 1 heure à discuter de tout et de rien. Et puis, à la suite du décès de sa grand-mère, moi, j'avais dans le message, dans la lettre, j'avais mis mon numéro de téléphone. Parce que moi, souvent, je faisais aussi semblant de ne plus savoir les dates de rendez-vous. Comme ça, je l'appelais. Et je lui disais, excusez-moi, je ne sais plus quand est-ce qu'on a rendez-vous. Donc, elle me rappelait, oui, on a rendez-vous. Donc, vous avez mis en œuvre j'avais mis en œuvre beaucoup de choses. Et est-ce que vous êtes conscient que, dans son cas, c'est compliqué? Parce qu'au fond... Ah, bien sûr. Et c'est pour ça que je veux pas... moi, il y avait cette barrière aussi. Donc, pour moi, de toute façon, il ne se passerait rien tant qu'on était à l'hôpital. Et elle a quitté l'hôpital en mai, j'ai quitté l'hôpital en juin. Donc j'étais aussi sur ma faim. Après, moi, je ne savais pas ce qui allait se passer non plus pour moi. J'ai changé d'appartement, etc. Et surtout, je retournais dans le civil. L'hôpital, c'est bien, tout le monde est gentil, c'est très bien. Mais après, il y a la confrontation au milieu extérieur. Ouais. Et là, c'est plus pareil. Là, on arrive et on se prend... Ça fait peur, ça, c'est vrai. Et ce revers de médaille a fait que moi, justement, quand je suis sorti de l'hôpital après, je me suis retrouvé à faire des 10 jours dans l'appartement tout seul, sans voir personne, etc. Dans ma chambre, tout seul... complet, quoi. Donc à rien faire de mes journées, à être au lit toute la journée. Et j'ai refait une dépression et j'ai demandé moi-même à être hospitalisé. Et c'est là où j'ai revu Mathilde et j'en ai un peu profité, mais voilà, elle a aussi su être là à ce moment-là de ma réhospitalisation, quoi. Et vous, Mathilde, donc vous résistez parce que vous savez que c'est pas autorisé. Et il va y avoir un petit événement qui va vous faire réaliser que vous êtes peut-être en train de tomber amoureuse. J'avais mon bureau qui donnait sur le parking. Et du coup, il commençait à faire beau, donc Rémi était souvent dehors à parfaire son bronzage. Et un après-midi, il était avec une copine qui n'était pas de l'hôpital, qui venait lui rendre visite. Et je le vois par la fenêtre, assez proche de cette fille, qui lui touche le bras, qui lui donne à boire. Et voilà. Et je me suis dit, clairement, si tu commences à sentir une petite gêne parce que tu vois qu'il est avec quelqu'un d'autre, c'est que... C'est un signe qui ne trompe pas. Ouais. Bon, maintenant que vous le connaissez bien, vous pensez qu'il a fait exprès?
Est-ce que c'est une mise en scène? Franchement, sur le... Ouais, tu m'as dit, alors, En fait, involontaire, on c'était dirait. vivant. Après, je savais quand même que... C'est malin. Est-ce que vous étiez en dessous de la fenêtre? Je savais qu'il y avait une possibilité visible de ce bord-là. Avec cette copine qui est venue me rendre compte, c'était une fille que j'avais rencontrée en opération extérieure, et une militaire. Et je savais, c'est sûr que quand j'étais avec elle, que Mathilde avait une possibilité de vue. Et donc j'étais un peu aussi gêné quand même de savoir... Parce qu'en fait, j'allais lui dire au revoir, elle rentrait, elle partait. Et donc C'était à double tranchant. c'était à double tranchant, voilà. Ouais. Donc, Ça pouvait la décevoir. Et je savais que qu'elle pouvait me voir. Mais je savais que ça pouvait aussi Provoquer ça. quelque chose. Ouais. Sincèrement, vous étiez conscient à ce moment-là? Ouais, parce que moi j'étais mal à l'aise. Et puis vis-à-vis de Mathilde, je savais qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêt. Alors, on va voir le premier baiser. Voilà. Qui a osé en premier? Je ne donne pas la réponse tout de suite. Mais alors, Pascal, juste un mot sur cette question soignant et puis patient. Oui. Puisqu'il y a le fameux syndrome de la blouse blanche. Je ne sais même pas s'il existe en psychologie. En tout cas, dans l'inconscient collectif, il existe. C'est-à-dire, il y a le transfert qui se fait sur la personne Aidante. qui soigne, oui, qui est dans la position de soigner, d'aider et de soutenir. Mais du côté, justement, en ce qui concerne Mathilde de la psychomotricienne, il y a effectivement une éthique qui fait que c'est tabou. Donc, il y a un mur assez net et naturel, instinctif. Elle n'a même pas besoin, au début, je pense, de se dire « il faut que je sois éthique ». Elle l'est. Donc, il y a ce tabou. Elle regarde donc l'autre en tant que patient. Et heureusement, parce que comme il y a quand même des échanges, un contact physique, une proximité, cette distance aide à accomplir les bons gestes de la façon dont ils doivent être accomplis. Et l'autre, surtout, peut les accepter justement aussi parce qu'il y a ce mur, parce qu'il y a cette distance. Sinon, ce serait beaucoup plus compliqué. C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il faut garder une distance, et à la fois oui, en même votre temps, c'est action très va proche. provoquer forcément quelque chose d'émouvant, et aussi de votre côté, plus on s'empêche, et plus ça existe. Oui, c'est ça, mais c'est vrai qu'avec Rémi, bon, de par ma pratique, voilà, je suis obligée d'être dans une certaine empathie. Et je précise, c'est pas de la sympathie, c'est-à-dire que je me mets pas à la place de mes patients, j'ai pas de pitié pour eux, je suis pas dans la condescendance, je les écoute, je suis là pour eux et j'essaye juste de leur montrer que l'étape d'après peut être jolie et qu'on peut s'en sortir et trouver d'autres choses et être bien dans son corps malgré les transformations. Après, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Rémi. Il dit qu'on a parlé ensemble de handicap et c'est pas tout à fait vrai. On a parlé de beaucoup de choses personnelles où je pense qu'il se confiait, mais j'ai pas trop influencé sur... Enfin, voilà, j'ai pas fait son travail de psy. Lui, il a la sensation quand même qu'il y a eu une acceptation. Oui, parce que Alors oui, parce que je pense plus par le côté, genre, je peux plaire, je peux charmer pour ce que je suis moi encore à l'intérieur. Mais ça, c'est pas mon travail de psychomotricienne qui a fait ça, c'est en tant que couple. c'est vrai qu'on parlait de tout. Oui, c'est vrai qu'on parlait On pas trop de parlait pas handicap, mais on parlait je t'ai pas. jamais posé de Ouais, questions non, le sur, handicap, on n'en parlait pas. On parlait plus, de ce que je faisais moi le week-end, etc. Oui, de complètement autre chose que le milieu médical, ça c'est clair. Mais on s'est vous voyez aussi un temps, et c'est ce qu'on disait, c'est juste qu'on était ensemble et on se voyait encore en fait. On dormait ensemble, etc. On s'est voyé. Moi, ça m'avait jamais arrivé, donc on a mis du temps à passer au-dessus de à moi. passer. On a mis peut-être 2 mois à vivre En ça. plus, Oui, plus parce que moi, quand je sortais après avec mon frère, etc., j'étais avec mon frère, ma sœur, et il me posait la question, et pourquoi tu la vous vois c'est Elle qui nous tutoie, mais- Il me voit, parce qu'elle tutoyait ma sœur, mais on se voyait. Donc, alors qu'on n'était plus à l'hôpital, hein, on a continué quand même. Mais pendant des mois, c'était... Pendant des mois, après, on s'est vous voyez quand même. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dise... ouais, on a dit stop, quoi. Mais au début, c'est vrai que c'était marrant. Bon, mais on n'a toujours pas raconté le premier bisou. Ouais. Donc, vous allez, Émilie et Julien, donc, je disais, il n'y avait pas de force antagoniste en ce qui vous concerne, il y avait quand même des obstacles, puisque vous avez tous les jours ce problème, vous êtes en rééducation, Oui. il y a ce coup de foudre dans l'ascenseur, donc là, on pourrait se dire, bon, ben super, fastoche. Non, parce que vos situations ne le permettent pas. Donc, comment vous allez vous organiser pour que... Enfin, comment ça va se passer, dans quel ordre, en fait, finalement? Ben, ce qui est compliqué, c'est que donc on a des interdits et donc du coup, ben, on se dit finalement il me plaît, pourquoi pas, pourquoi pas aller plus loin ou pourquoi pas créer plus d'affinité. Donc comme nous étions au même étage, ben voilà, on allait à un moment voir notre kiné. Et donc le moment de l'ascenseur, c'était le moment où on pouvait se dire des choses.
voir faire des gestes et tout ça, voir qu'il y avait quelque chose finalement qui s'allait. Mais est-ce que c'était des sentiments, des petites amourettes? Ça, il y avait encore quand même beaucoup de questions. Mais on avait gardé cette discrétion pour pouvoir finalement, pas s'étudier, mais voir comment Se connaître. se connaître. Il fallait ouais. être très synthétique quand même, parce que l'ascenseur, c'est pas très... Non, il y a 3 étages. Bloquez pas l'ascenseur, mais il fallait aller assez vite. Hein. Il avait étudié Il tombe. l'ascenseur, il est bloqué. Il est bloqué l'ascenseur. C'est bizarre. C'est bizarre, hein, ouais. Puis prendre les escaliers avec les béquilles, c'est pas C'est plus compliqué, ouais. compliqué. Donc, Donc, du coup, vous saviez qu'il y avait le brief dans l'ascenseur, Oui, c'est on faisait ça. le point sur la situation. C'est ça. Un brief le matin pour descendre midi. déjeuner, à midi et le soir. Et c'est comme ça que, du coup, dans cet ascenseur, c'était un petit refuge, l'histoire avançait en fait. C'est ça, exactement, oui. C'est dans cet ascenseur où on pouvait faire avancer l'histoire, où se connaître. Et c'était vraiment le lieu où on n'était que tous les deux. Et on pouvait être que tous les deux, se retrouver à ce moment-là. Pendant longtemps? C'est 1 mois de rééducation, donc oui, pendant facilement 3 semaines, on a fait ça, oui. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à votre reconstruction personnelle, est-ce que là aussi il y a eu un partage? On a parlé d'un contexte tout à l'heure en disant que finalement vous êtes dans la même situation, donc moins vous vous comprenez et vous allez vous aider l'un et l'autre à progresser dans cette reconstruction. Oui, on va s'aider et puis justement toujours dans le jeu de la séduction, je pense. Julien m'avait lancé un défi, tout simplement sur la rééducation du genou. Et au bout, il y avait un restaurant. Il me payait un resto. Si quoi? Si, je ne sais plus le défi, c'était arriver à porter du poids, tel poids pour tel exercice. Et comme vous avez l'esprit de compétition, Exactement, il est tombé Et sur j'ai la bonne payé mon personne. resto, ouais. Et il a payé son restaurant, voilà. donc quelque part, quelque part, vous êtes stimulés l'un et l'autre. Exactement, ouais. Dans la Pour moi, je l'ai rééducation. ressenti comme ça. Mhm. Donc c'est vrai que ça a permis d'avancer et de se reconstruire, voilà, puis, moralement de se reconstruire plus facilement, quoi. Voilà, Et physiquement. et physiquement. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la rééducation, vous retournez chez vous et vous n'habitez pas dans la même ville. Du tout. Moi, je suis sur Toulouse et Julien il Sur est Perpignan. sur Perpignan. Donc moi, j'étais dans les études et donc du coup, on s'est dit, donc on s'est séparés du centre de rééducation. Il y a quand même eu un déchirement. Enfin, il est parti un peu plus tôt que moi et on s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Parce qu'à ce moment-là, la question naturelle qu'on se pose, c'est est-ce que finalement ces émotions-là ne sont pas dues au contexte? Oui, c'est ça? voilà, exactement. Est-ce que c'est du fait qu'on soit ensemble, tout ça? Alors, on se pose beaucoup de questions. Mais dès qu'il est parti, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, Un je me manque. suis dit, je me suis dit, il y a ce déchirement, il y a quelque chose, il va falloir que je le revoie très certainement. Donc, ça s'est confirmé par la suite, du fait qu'on se soit chacun chez soi. Ce qui est difficile aussi parce que, pareil, on est dans le même contexte, même si ce n'est pas la même blessure. On est dans notre cocon, au centre de rééducation, et puis là, on se sépare, et puis on est un peu déstabilisé, d'autant plus qu'on se pose beaucoup de questions sur les sentiments et tout ça. Parce que là, c'est un peu comme les amours de vacances. Ouais, C'est-à-dire voilà. qu'on se demande si ça va se transformer, en Ça, fait. exactement. C'est Ouais. On Tout est maîtrise, amplifié, quoi. Ouais. on maîtrise notre environnement, on le maîtrise très bien puisqu'il est très clos. Et le fait après de partir sur le grand bain, sur la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué et on se pose beaucoup plus de questions sur les sentiments. Est-ce qu'ils sont réels, pas réels? Ou est-ce que c'est une amourette de vacances? Ou est-ce que c'est Ouais. un passage? On est sur une... C'est ça. Et donc, du coup, pendant 1 an, vous avez eu cet amour à distance. Et donc, on s'est recontacté par texto, par appel, assez régulièrement. Et là, on s'est dit, on pourrait se voir. Donc, lui, il était un jour sur Toulouse. Et il est venu chez ma cousine, là où on s'est vu pour la première fois en dehors du centre de rééducation. Et de là, je l'ai revu et j'ai su que c'était... S'il fallait continuer, quoi. Qu'il y avait quelque chose, la petite boule au ventre, enfin voilà, le premier amour. Donc, vous confirmez, quand on est amoureux, la chimie amoureuse fait qu'on a une boule au ventre. Oui, pour moi, c'était ça, oui, les petits Là, elle a frissons, pris bien. la d'ailleurs, boule. ça, C'est Ah, énorme, du cette coup, boule. Elle est restée. C'est parti. Ça passe pas. hein. Ça passe pas, elle est là. Non, mais d'une autre manière, quand je dis ça passe pas, c'est-à-dire qu'en fait, ce coup de foudre, finalement, c'est prolongé. C'est ça, Parce que du coup, c'est la question de la transformation. Encore une fois, vous êtes à votre 2e enfant, oui. vous êtes là pour en parler. Donc au fond, qu'est-ce que la vie vous a appris finalement? Que quelque chose pouvait démarrer très fort et finalement se prolonger très fort. Oui, mais c'est ça. En fait, moi, je me rappelle de mon professeur qui m'avait dit, si tu t'es blessé, il y a une raison et c'est le destin. Donc,
c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Donc moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il me dit, quoi? Enfin, c'est pas possible de dire quelque chose comme ça. Et avec le recul, ben voilà, ce que je retire, c'est que aujourd'hui, je me suis blessée, mais et ça a peut-être compromis des choses dans ma carrière sportive ou quoi que ce soit. Mais bon, ça m'a permis de rencontrer l'amour de ma vie et puis de construire tout ça aujourd'hui, de cet éloignement au niveau de donc, la distance au début, sa mutation sur Toulouse. Et puis ensuite, des choses se sont faites. Et ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Donc pour nous... Alors que moi, j'ai cru que ça vous est arrivé la semaine dernière. Hein, C'est pas eu cette artiste-là. Non, mais oui, mais c'est ça. C'est que le sentiment, c'est un bonheur au quotidien. Et le sentiment qu'on a eu il y a 10 ans, mais c'est toujours le même aujourd'hui, quoi. Et vous pensez, pour le coup, Julien, que le contexte dans lequel vous êtes rencontrés a influencé finalement votre manière de vivre votre histoire? Alors l'influencer, oui, parce qu'on a quand même, on est tous arrivés, enfin, bon, je globalise un peu, c'est vrai qu'on est tous arrivés avec un malheur, plus ou moins grand, ou plus ou même avec une déficience à un moment donné, et on repart avec quelque chose qu'on n'attendait pas et qui est encore plus fort que la déficience qu'on avait au départ. Donc je trouve que c'est bien, mais je pense que l'environnement fait aussi qu'on est peut-être plus ouvert aussi, peut-être qu'on a l'impression qu'on est plus renfermé, moi je trouve qu'on est plus ouvert, parce qu'on partage beaucoup plus de choses, on est beaucoup plus sensible, on est sans filet, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que je pense que ce cadre-là, le cadre de la rééducation, nous permet aussi d'être plus soi-même aussi à un moment donné. Enfin, c'est mon avis personnel, mais nous dans notre cas, c'est ce que. Et puis après ça s'est prolongé, donc ça par contre, ouais, c'est. Bon, avant qu'on revienne sur effectivement la suite de l'histoire et puis le premier bisou de Mathilde qu'on attend avec impatience. Nathalie et Jean-Marie, donc vous disiez qu'il y a quelque chose qui s'est installé très naturellement, puisque il s'est mis à prendre soin de vous. Il y avait tellement de choses à réapprendre. Et vous étiez donc très aidés. Il y avait des professionnels, il y avait de la solidarité autour de vous. Mais bon, Jean-Marie très naturellement a pris cette place. Tout à fait. Et donc, même s'il n'était pas votre genre d'homme à l'époque, comme vous dites, au fond là, ça s'est vite effacé. Oui, c'est Et à quel moment vous réalisez que c'est devenu quelque chose d'important? Déjà pendant? Oui, petit à petit, on se voyait, chacun on avait une chambre avec il y a un partenaire, enfin quelqu'un qui était à côté. Je me retrouvais régulièrement dans sa chambre. Mais moi, c'est vrai que ça m'angoissait malgré tout parce qu'il avait des enfants. Il avait 3 enfants. Moi, j'étais fragile et c'était compliqué pour multiples raisons. Donc, mais je me suis dit bon, allez. Inch'Allah, on verra. Et puis on a passé un week-end. Et là... Indispensable. C'était indispensable. Et donc, dans cette manière très particulière de vous rencontrer, de vous connaître, vous disiez, parce que pour qu'on imagine, que vous étiez dans l'aide. Alors, ça consistait en quoi, en fait? Disons que j'avais, moi, déjà de la rééducation. L'ergothérapeute, la psychomotricienne et tout ça. Voilà. Et au niveau de l'orthophonie, tout ça, j'avais des cours pour, bien sûr, encadrés par l'hôpital, pour réapprendre. Mais Jean-Marie... Je venais en cours privé, quoi. Voilà, c'était du privé. D'accord, mais des cours de quoi vous apprenez? L'orthographe, dictée, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Les multiplications, c'est vrai. Ça n'a pas d'importance maintenant, on a tous des trucs comme ça. Là. Mais moi c'était important, il fallait que je sache, que je réapprenne avec le B.A.B.A. Le B.A.B.A. quoi. Voilà. Donc, Et Pascal, pour le coup, cette relation, là, c'est très particulier parce que c'est une sorte d'improvisation de relations soignant-patient, sans l'interdiction. Oui. C'est quelque chose de très particulier qui va se jouer là, parce qu'au fond, c'est dans ce milieu-là, et d'un coup, il y a quelqu'un qui prend soin de l'autre, enfin, il y a quelque chose de... tout à qui va fait, favoriser l'amour. Je pense que l'amour était là avant. Enfin, il y a eu un élan tout de suite, Jean-Marie. Et puis, ça, plutôt au contraire, ça l'a incité à aider la personne que déjà c'est vrai, il aimait. Je pense que j'ai profité de... C'est vrai, tout à fait. J'ai profité un peu de... Oui, mais de ce contexte, oui, c'est vrai. Nathalie, elle était très vulnérable quand même à ce moment-là. Voilà. Donc, elle avait vraiment besoin. Donc, à partir du moment où on était à ses côtés, c'était un rôle qui venait presque naturellement. Tout à fait. Et puis, je voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre. Aussi. Il a voulu occuper une place dans tous les sens du terme. Et cette place-là aussi, à ce moment-là, il fallait quand même un peu l'occuper. S'en dégager aurait été presque étrange. C'est ça que l'ergothérapeute avait le bras dans le plat. C'est vous qui l'aviez poussé à l'escalier. Tous les professionnels
Voilà. C'est le ménage. Pas à ce niveau-là quand même, mais bon. Quand on disait tout à l'heure l'amour est plus fort que tout, Eh c'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, on peut tergiverser, prendre. Après, voilà, on a beau tourner ça comme on veut, il faut faire quelque chose, il faut réagir, voilà. Donc vous avez affronté la situation. Et j'ai Vous l'avez affronté dit la assez situation. rapidement. En fait. J'ai divorcé. Et assez rapidement. Assez Oui, rapidement. oui, Mais oui, on peut pas. an, enfin. On peut pas rester comme ça très longtemps, sinon c'est plus la même chose. Et puis, ce qui est très beau dans votre histoire, c'est que à un moment donné, il y a eu un enfant qui est arrivé. Oui. Et vous dites Jean-Marie était moteur en fait. Oui, c'était important. Il m'a dit, tu Oui. peux pas... Oui, alors ça, c'était Voilà. un phénomène aussi. C'est important J'en pour une avais femme. 3, donc je disait- savais très bien ce que c'était quand même, plus ou moins les gosses. Bon. Et là, c'est vrai, ce sentiment de dire, il faut que, pour que ça rentre bien dans l'ordre, je pense qu'il faut un enfant. Et ça, on en a parlé. Oui, oui. Et j'ai dit, il n'y a que ça qui va vraiment souder. Niveau motricité, vous voyez ce que je veux les dire couches, C'est pas Pour la rééducation. la rééducation. Mais Il ouais. n'empêche que c'est vrai que c'était une rééducation parce que quand Ça j'ai y a vu fait Lilian beaucoup de bien, tout n'empêche. petit, j'arrivais pas à mettre ses couches. J'étais là et les chaussons ou On les ne va pas bras- rentrer dans les détails, Non, mais mais c'est les vrai que c'était brassières et folklore. tout, c'était compliqué pour moi. Donc, il a été En faisant des vraiment présent. conséquences de ce que vous aviez vécu. Et oui, par rapport à l'accident que j'avais eu, j'avais une apraxie qui est d'ailleurs encore. Et il m'a dit, mais non, on s'en fiche, tu y arriveras. Et puis, je suis là. Voilà, donc, puis on a eu un enfant Qui a 16 ans aujourd'hui. qui a 16 ans. Voilà. Qu'à 16 ans aujourd'hui. Et donc tout ce qu'on vient de raconter, on a l'impression que ça s'est passé il y a quelques semaines, c'était il y a 20 ans. C'était il y a Ah oui. 20 ans. oui. C'était C'était il y a 22 ans. hein. 22 Donc ans. à la question est-ce que finalement un coup de foudre peut se transformer, la réponse est oui. Bien sûr. Oui. Mais ceci dit, je Un pense petit qu'il regard faut... dans l'ascenseur. Voilà. On se Mais retrouve il 20 ans faut- après. Il faut cultiver aussi, parce que ça se cultive, hein, l'amour. Je pense que c'est comme un Ça jardin. s'entretient. Ça s'entretient. Que si on n'est pas là pour se soutenir dans L'un et des... l'autre, on a des raisons été- sérieuses. Vous avez affronté un cancer, hein, c'est ça Oui, ensemble. oui. Oui. C'est ça que vous parlez. Voilà. Et donc là. comme vous avez peut-être encore une fois des questions à poser, hein, parce que ça fait 20 ans, donc leur secret. Faut s'en inspirer. Donc tout le monde attend évidemment le premier baiser, puisque je rappelle que c'était un Eh amour oui. interdit. Ben, ça s'est passé le dernier jour de son contrat de Elle avait tout travail. calculé. Voilà, le Dernier jour du le contrat. dernier jour de contrat, c'était fini. Elle était, Dernier jour. elle était plus. C'était fini, voilà. Elle a quitté l'hôpital le soir même. Et donc j'étais sur. Dehors, on était assis sur un banc. Elle est plus venue vers moi et c'est elle qui m'a embrassé. Donc bon, après voilà, une fois qu'elle m'a embrassé, Version des faits. non, c'est ma version des faits, oui, c'est la vérité. Bon, bref, je ne l'ai pas embrassé. On s'est tourné l'un vers l'autre et on s'est embrassé. Voilà. Alors on a des Voilà, mettez les là au images, même moment. mettez la vidéo. C'était pas quelque chose qu'on avait conscientisé, où on avait réfléchi à c'est quoi l'étape d'après, qu'est-ce qui se passe ensuite. Et donc justement, parce qu'il y a plein d'obstacles. Il y a le premier baiser, effectivement. Ça. Et puis d'un coup, il y a quoi? Il y a le regard des autres. D'un coup, vous allez avoir Alors, peur d'entendre la phrase que vous n'avez pas envie d'entendre. Un peu du même style. On avait parlé d'aller au cinéma. Donc moi, pendant que je travaillais, c'était hors de question. Mais maintenant que j'étais plus sous contrat, ça s'est fait. Donc on est assez rapidement allé au cinéma. Et lui comme moi, en fait, on avait une petite crainte sur le regard des autres. Lui, c'était, voilà, est-ce qu'elle va assumer? Est-ce que ça va la déranger? Moi, pareil. Est-ce que ça va me peser? Est-ce que je vais le sentir? Et en même temps, c'est gênant de se poser la question alors que c'est l'autre qui est en fauteuil. Enfin, c'est assez paradoxal. Vous vous demandiez si elle allait assumer le fauteuil. Ouais, bah oui, je suis en fauteuil, donc je suis plus petit. J'ai pas l'habitude, parce que moi, à la base, je suis 1m82, donc je suis plus dominant avec les femmes que là, je suis entre guillemets, je suis un peu... moi, je rigolais pas mal avec un meilleur ami militaire. Je me considérais à une époque comme un peu un sous-homme, étant donné que on est en fauteuil et on peut pas... survenir à Dans la voiture, je peux plus répondre à n'importe quelle situation, quoi. Si jamais elle vient être agressée ou autre, enfin, je peux pas répondre comme je pouvais le faire avant. Et puis voilà, la voiture, il faut démonter le fauteuil. Et puis ça m'embêtait qu'elle ait à faire ça, parce que je voulais pas que ça devienne une aide-soignante, ou vous voyez ce que je veux dire. Je voulais vraiment que ça reste ma compagne, mon amoureuse, voilà, entre guillemets. Et Comment ça, entre guillemets? entre guillemets. Oui, c'est le mot amoureuse qui est un peu enfant, mais voilà, ma compagne, quoi. Et donc, je voulais pas que ça se passe comme ça. Donc, au début, je voulais vraiment pas qu'elle m'aide. Et donc, il fallait que je trouve des lieux où il y a
pas de marche, où il n'y a pas de, etc. Parce que je voulais vraiment pas qu'elle touche à mon fauteuil et qu'il n'y ait aucune aide. Il a préféré faire une demi-heure de descente en fauteuil plutôt que je ne le cherchais en voiture. Ouais, Pour arriver de manière autonome au cinéma. Voilà, je préférais. Voilà, c'était vraiment. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on se pose plus les questions. Elle m'aide, elle m'aide beaucoup quand il y a des petites marches, etc. Elle m'aide à monter. Oui. On pose plus la question. On n'est plus dans la. C'est devenu tellement naturel que Mathilde, il vous arrive d'oublier. Oui. Oui, moi, même le premier soir, vraiment, moi j'avais cette petite crainte parce que c'est la première fois que j'étais confrontée à cette situation en dehors de l'hôpital. Mais en fait, dès ce premier soir-là, j'ai rien vu. Enfin, j'ai pas vu d'autres personnes. Enfin voilà, bon, en plus, il y a le côté un peu amoureux où du coup, on a Dieu que pour la personne. Mais j'ai senti aucune gêne. Voilà, quand il a pris l'élévateur, je me suis pas dit, ah bah mince, c'est bizarre qu'on monte pas tous les deux par l'escalier. Enfin, dès ce premier instant, j'ai pas. Et puis, Même que des fois, je coupe, mais même que des fois, on monte dans la voiture. Moi, je monte dans la voiture, donc quand je conduis, elle fait le tour. Et elle prend pas mon fauteuil, elle le met dans le coffre, elle s'assoit, elle regarde, elle dit tu as oublié quelque chose, je crois que... Ou des fois dans le taxi, une fois on était à Bruxelles, et taxi, je monte, elle se voit derrière, elle dit tu m'aides pas pour le fauteuil Donc des fois, voilà, elle oublie complètement le fauteuil, ouais. C'est vrai. donc c'est bon signe. Donc c'est bon signe. Et puis, est-ce que vous pouvez... Alors, je sais bien qu'on n'est pas obligé de trouver des mots, hein, mais vous arrivez à nous expliquer aujourd'hui comment vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un dont on vous avait dit « Oh, tu verras, il attire l'attention. » Et puis, c'était interdit, encore une fois. Donc, normalement, rien n'était fait pour que vous tombiez amoureux. C'est vrai que vu qu'il était très différent dans mes séances, ou en tout cas dans mon bureau, je pense que je l'ai vraiment rencontré. Enfin, il s'est confié, il s'est ouvert et on a assez vite dévié du cadre médical. Je savais que, voilà, j'ai quand même, même si je me fermais à cette idée-là, j'ai quand même rapidement compris que la prescription médicale, elle venait pas pour un patient qui était mal en point. Enfin, je veux dire, je me serais pas permis quoi que ce soit ou même d'imaginer quoi que ce soit avec quelqu'un qui aurait eu foncièrement besoin de moi ou qui serait foncièrement en déteste. Rémi, voilà, je pense que la psychomotricité, ça peut faire du bien à tout le monde, encore plus après un accident comme le sien. Mais c'est quelqu'un qui allait bien dans sa tête. C'était pas quelqu'un qui était fragile. Et voilà, et foncièrement, c'était quelqu'un de gentil qui a eu plein de petites marques de tendresse qui ont fait qu'au fur et à mesure, je me suis laissée charmer. Mais vraiment, je maintiens le fait qu'on n'avait rien prévu, rien planifié. C'est-à-dire que j'ai pas attendu le 20 mai 17h30 pour me dire c'est bon, on va y aller. Donc vous êtes laissé porter, rien n'était prévu. Voilà. Et vous ne pouviez pas imaginer que ça allait vous amener jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio. C'est vrai, encore moins. Parce que, donc, effectivement, vous êtes sportif de haut niveau. Oui. C'est le canoë-kayak. C'est ça. Donc moi, dans le cadre de ma reconstruction, j'avais perdu beaucoup de poids et j'avais... le jour où j'ai pu prendre une douche assis, parce que j'ai fait 3 mois allongé, et que j'ai vu ma perte de poids réelle sur mes cuisses, etc., et je m'étais dit, faut que je me remuscle. Et donc après, ça a été simple. Il y avait un bouquin qui traînait du handisport, et j'ai feuilleté. Vous avez choisi votre sport comme ça? Ah, j'ai choisi mon sport comme ça. Il me fallait un sport où j'avais des bases. Voilà, c'est ça ce que je cherchais, c'est un sport où j'avais des bases, où j'avais des compétences pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et il s'avère que le kayak était paralympique. Et moi, j'avais pratiqué le kayak pendant 5 ou 6 ans, de 11 à 15 ou 17 ans, quoi. Jusqu'à temps que je rentre à l'armée. Et donc, tout de suite, j'ai pris le numéro. Il y avait un numéro de téléphone, j'ai appelé. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est possible d'aller aux Jeux paralympiques? Il me fait comprendre au téléphone que, en gros, il me casse un peu mon délire. C'est-à-dire qu'il me fait, oublie Rio, mais vise Tokyo. Donc moi, je dis, non, je veux pas. Là, je lui réponds, je dis, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il reste des places? Comment il est possible de le faire? Là, il me dit, bon, là, il reste la qualification en Allemagne en 2016, où il restera 4 places à prendre pour quota. Et donc, j'ai dit, OK, j'en ferai partie. Il faut faire quoi en chrono? Il m'a dit... Les deux sportifs vous écoutent attentivement. Oui, c'est clair. Et il me dit, si tu es en 55 secondes, tu pourras prétendre à ça. Et puis en mai, le 10 mai, je me fais sélectionner en équipe de France. 10 mai 2016, je suis sélectionné en équipe de France. Le 22 mai, je vais à Duisbourg, je fais les championnats du monde. Là, je fais 8e et je prends ma place paralympique. Après, en juin, le 22 juin, je pars à Moscou, je fais 2e championnat d'Europe. Et après, j'enchaîne sur les Jeux de Rio au mois de septembre, le 15 septembre, où je fais 5e aux Jeux paralympiques. Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Bah moi, clairement, je l'ai fait pour ma reconstruction personnelle, mais aussi, je pense, que c'est aussi, j'étais pas un sous-homme quoi en fait. Donc il fallait que je me mette un défi il me fallait tout de suite un défi assez haut. Et donc c'était le défi, c'était de se qualifier aux Jeux paralympiques en moins d'1 an quoi. Et donc Mathilde, quand on entend son amoureux dire bon ben voilà mon objectif, il faut l'accompagner. Ouais, Même si ça mais paraît c'est énorme. beau. C'est beau, enfin, je trouve ça très beau d'avoir des ambitions aussi grandes. Et bon, bah, j'ai appris à le connaître du coup pendant ces 2 années-là, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de tenace. Et on pourrait se dire que c'est très prétentieux de viser des choses comme ça, mais en même temps, je trouve ça hyper beau de viser aussi haut après voilà, une telle chute. Et les Jeux, c'était le minimum pour ressembler Il à fallait au moins ça. ça. Ouais. Mais clairement, et là, honnêtement, je me pose des questions. Bon, il y a Tokyo, maintenant je vise Tokyo. Il me faut une autre ambition, parce que ça a pu être d'aller aux Jeux, maintenant c'est de les gagner. Donc il faut que je mette en place, avec Mathilde, on met en place un fonctionnement pour que j'arrive à gagner ces Jeux. Mais il faut toute simplicité. Voilà, Et on sera là, on sera très Ouais, intéressés. j'espère. Mais on vous aimera même si vous ne gagnez pas. D'accord, mais on va suivre l'aventure. Qu'est-ce que ça vous fait finalement d'entendre des histoires similaires aux vôtres? Parce qu'elles sont rares, évidemment, vos histoires. Mais là, du coup, il y a un partage d'expérience. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez les histoires des autres? Moi, je suis ravie justement de partager l'expérience de toutes ces histoires, parce que ce sont des tranches de vie, et on retrouve de toutes ces tranches de vie notre histoire. Et je suis vraiment ravie d'être parmi, j'allais dire parmi vous, parmi nous, quoi. Je suis vraiment heureuse d'être là. Vous comprenez ce qu'elle veut dire, Mathilde? Ah oui. Oui. Ouais, je retrouve tout à fait. Après, c'est vrai que c'est des histoires voilà, dans un contexte où on s'y attend pas forcément. C'est aussi vrai que j'ai été rassurée, moi, de voir d'autres collègues qui avaient rencontré leur mari. J'ai quelques collègues kinés qui ont leur Il fallait mari. que vous soyez rassurée. patient. Il y a une forme de culpabilité pour vous. Ouais, Oui. beaucoup au début. Enfin, j'ai vraiment mis même beaucoup de temps à en parler à mes amis. Ça, je comprends, ouais. Et du De coup, dire je suis tombé amoureux d'impatience. C'était le Ouais. truc qu'il fallait pas, Ou c'était de- interdit. c'est vrai que rapidement, quand vous présentez votre copain, c'est comment tu l'as rencontré, qu'est-ce qui s'est passé. Donc tout de suite de dire il était à Percy, c'était impatient, voilà. C'est tout de suite un peu compliqué. Et vraiment, j'ai dû comparer les expériences. Voilà, j'ai une collègue ergo qui est aussi sortie avec un patient. Ergothérapeute. J'ai 2 collègues kinés où leurs maris sont d'anciens patients qui étaient au centre aussi. Voilà, ça m'a réconfortée dans le sens de voilà, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, t'es pas une mauvaise praticienne parce que tu as fait ça. Et voilà. En fait, l'hôpital, c'est une agence matrimoniale. C'est ce qu'on va finir par penser. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, on s'aperçoit que autant dans les choses de la vie courante, on dit des fois ça n'arrive pas qu'aux autres, Oui. et là ça arrive aux autres aussi. Aussi. C'est ça que vous Quand même, réalisez en voyant bien d'autres sûr. personnes. C'est Ouais, voilà, c'est vrai. ça arrive aux autres aussi, donc c'est rassurant. Mathilde, qu'est-ce qu'elle nous dit, votre histoire? Je pense un peu que de la même manière dont vous avez introduit tout à l'heure, c'est que c'est pas dans des conditions où on pourrait s'y attendre que ça arrive. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez raisonné de base. Voilà, je suis assez réfléchie, je fais les choses comme il faut. Mais j'ai un fond de passion et je trouve ça très beau et je m'attendais pas à vivre une histoire où c'est pas écrit, c'est pas comme on devrait le faire et en même temps c'est très beau comme c'est vécu parce que c'est spontané, naturel et vraiment plein de passion. Et je pense que voilà, j'ai eu du mal au début à parler de notre histoire de par cet interdit. Et en même temps, aujourd'hui, j'en suis très fière parce que je trouve que c'est une belle histoire et on va vers de belles choses. Donc. On part sur de belles choses et puis de toute façon, moi... Quels sont les objectifs? Moi, mon objectif, honnêtement, on s'est installés ensemble, donc on vit dans un petit appartement là, et c'est continuer à fonder une famille, etc. C'est avoir des enfants aussi. Voilà, c'est plus dur, plus compliqué pour moi, mais et pour toi aussi, parce que c'est une autre, c'est différent, on va dire. Mais donc oui, on s'oriente sur ça, ouais, carrément fonder une famille et continuer notre vie et tout simplement. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez leur histoire? Je pense que même si la blessure n'est pas la même ou quoi que ce soit, la situation
reste quand même similaire. Et je pense que ce qu'on a vécu, ils sont en train de le vivre finalement, et que ça va être la même chose et qu'ils vont aller très loin. Et... Vous arrivez à avoir 2 enfants, c'est ça? Dans les prédictions? Non, mais 2 enfants Mais il en minimum. veut 5, ça va le barrer. c'est vrai que c'est le moment peut-être le plus fort quand on s'aime, c'est d'avoir un enfant. Et voilà, donc c'est vrai que dans l'aboutissement d'un couple, c'est quelque chose de très fort. Et donc du coup, c'est vrai que c'est important. Et franchement, je vous le souhaite de vivre ça. Donc vous, tous les Je 2 ans, pense que vous faites les un JO enfant. à côté, c'est pas la même chose. Tous les 2 ans, vous faites un enfant. Génial. Non, quand même pas, non. Non, ça va. Bon, et Nathalie Jean-Marie, alors le mariage, bien sûr, mais forcément pas tout de suite, ne soyez pas obligés, parce qu'ils ont attendu 20 ans. Ah, Ah, mais large. Ah, ils avaient fait un enfant il y a 16 ans. Mais donc, vous vrai. êtes mariés il y a super pas longtemps. Oui, et personne Week-end n'est au dernier. courant, donc... Donc, maintenant, tout le monde le sait. Mais bon. Voilà, on est Bon, mariés. voilà, Regardez. bravo, les premières félicitations. alors. Ah ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte votre histoire pour vous, Nathalie? J'adore la vie. Je trouve que la vie, c'est vraiment un cadeau. C'est plein de surprises et Malgré les obstacles et les les obstacles accidents et et les tragédies. les accidents et vraiment plus ça va, plus j'aime Jean-Marie vraiment profondément et voilà, avec Lilian c'est super et Votre fils. je pense que les boss ça permet aussi de les dépasser, voilà, d'aller plus loin et je suis contente d'être vivante surtout. Pour pouvoir déjà être là, je suis ravie. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Tu peux J'ai pas rien à rester. dire. On va continuer la conversation, mais je voudrais vous montrer un reportage, puisque finalement, on vient de voir que vous êtes rencontrés en milieu hospitalier. Alors, le couple que je vais vous montrer également, ils sont tous les 2 soignants. On a le droit avec des soignants? Je suppose. Ils sont tous les 2 soignants. Et ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont dans un métier d'aide et ils ont décidé de faire quelque chose de très particulier puisqu'ils parcourent le monde. Vous allez voir pourquoi et on en parle juste après. Regardez. Florence, 33 ans, est manipulatrice radio. Johan, 35 ans, est infirmier. Ce couple s'est lancé dans un projet fou, parcourir le monde pendant 1 an à la rencontre des soignants et des patients pour recueillir leurs témoignages. Selon eux, comprendre les différentes cultures peut permettre d'améliorer la prise en charge. À bord d'un van, ils vont découvrir quelles sont les conceptions du soin et leurs spécificités dans différentes régions du globe. Munis d'un appareil photo, ils immortaliseront ces moments de rencontre et d'échange. Partage, découverte, galère, mais surtout joie, seront au programme de ce tour du monde du soin. Alors, on réagit dans un instant à ce petit clip de présentation de ce couple qui a essayé de parcourir le monde. Mais je présente mes camarades qui nous ont rejoints. Donc, il y a Aude, Brigitte et Luc. Bonjour. Salut les camarades. Bonjour. Donc, ce sont, on l'a dit, hein, votre amour est un amour interdit. Moi, j'aime bien dire ce genre de phrase. Et donc, effectivement, soignant, patient. Il y a vraiment une éthique, par exemple, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on vous dit en cours? On vous dit il ne faut pas tomber amoureux? Oui, c'est d'un point de vue éthique. C'est pas quelque chose d'écrit sur le contrat de travail? Non, je crois pas. Je n'ai pas regardé, mais il me semble pas que ce soit. Et du coup, Tomba, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que vous avez la sensation que de vivre dans ces milieux, de faire des métiers d'aide, ça rapproche des gens? C'est-à-dire que finalement, des soignants ensemble, c'est courant? Je sais pas, c'est typique à notre profession. Je pense que c'est comme partout, quand vous êtes sur un lieu de travail, vous êtes avec des gens qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt. Et il se trouve que dans le soin, on a une certaine empathie ou une certaine façon d'aller vers les gens, d'être dans la bienveillance envers les gens, qui fait que voilà, vous avez l'abord facile. Et voilà, donc je pense qu'en effet, vos Ça collègues favorise les histoires d'amour. sont Bah du oui. même côté. Alors, on va essayer de comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils vont parcourir le monde, finalement, pour essayer d'améliorer la relation, finalement, de mieux prendre en compte les patients. Et vous nous direz, d'ailleurs, dans votre expérience de l'hôpital, vous avez eu affaire au corps médical, beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer? Oui. Oui, je le pense. Mais quoi? Mais la sincérité, déjà. C'est-à-dire? Pas sincère, les soignants. Un docteur va pas vous dire, et là je parle pas pour notre Ce que histoire. vous avez vécu plus tard, quand vous avez... Que j'ai vécu plus tard, ouais, ils disent pas les choses, quoi.
Pour la question du cancer, par exemple, c'est pas... Entre autres, oui. Des fois, est-ce que c'est pas aussi parce que, par exemple, je prends le cas du cancer, on ne sait jamais. Ils veulent pas mettre de diagnostic réellement parce qu'ils savent pas, parce qu'une personne peut s'en sortir, comme vous, on prend votre cas par rapport à ce que vous avez été dit au départ. Ils ont dit à vos parents que vous étiez décédé et qu'au final vous n'étiez pas décédé. Il y a des cas et donc maintenant ils veulent pas. C'est comme moi aussi, ils voulaient pas me donner un espoir. Ils m'ont dit peut-être tu remarcheras. Peut-être tu ne remarcheras pas parce que ta moelle épinière n'a pas été sectionnée mais très fortement comprimée. Si elle se décomprime bien, tu peux remarcher dans les 6 mois, tu pourras peut-être récupérer tes jambes, etc. Ou partiellement, comme je prends Michael qui a lui Michael Jérémias, qui lui a récupéré une partie de ses jambes et qui est voilà. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas s'élancer dans un diagnostic, étant donné que c'est pas aujourd'hui la médecine, c'est pas c'est pas définitif, quoi, c'est pas figé. Exactement. Et je pense que c'est aussi pour nous protéger des fois que les soignants veulent. Alors, dans ce cas précis et dans ce domaine, j'en sais rien, mais dans le monde médical, là où ça se complique, c'est qu'en fait, quand on vous donne une réponse, quelque part, peut-être qu'on ferme des portes, parce que c'est une injonction négative. Oui, c'est-à-dire, d'abord, il y a différents types de patients. Il y a des patients qui ne veulent pas de réponse et qui sont dans le déni parce que ça leur laisse le temps de récupérer, de digérer, donc il faut respecter ça. Il y a des patients qui veulent une réponse et dans ce cas-là, il faut au moins, à minima, donner des hypothèses claires. En tout cas, à partir du moment où il y a une demande, il est clair qu'il faut une réponse. Quelle qu'elle soit, on ne peut pas. Jean-Marie est d'accord. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais voilà, c'est bien. Elle a bien ciblé là, c'est ça. On s'en fiche un peu de la réponse, positive, négative. Ça, malheureusement, si on pose une question, on peut s'attendre à quelque chose de pas rigolo, quoi. Mais bon, au moins on sait. On sait, on peut ajuster sa vie. On peut ajuster sa vie, mais moi c'est personnel. Moi c'est comme ça. Et vous ajustez votre vie. Je sais pas, moi, on vous dit, vous n'avez plus que 6 mois à vivre. Bon, mais ces 6 mois-là, il va falloir qu'ils soient pleins et entiers, quoi. Voilà, on ne peut pas vous les cacher, quoi. Il y a aussi autre chose, c'est que le silence et l'absence de réponse, c'est comme s'il y avait du non-dit à un moment donné, surtout quand il y a une vraie demande, et c'est très anxiogène. C'est très anxiogène. Oui, voilà, ça aide pas, subir moralement. Ça pour essayer de rebondir, c'est clair, c'est anxiogène de fou. Moi, je vois, je sais pas si on va remarcher ou pas, on a une attente sans réponse, et donc on dort pas beaucoup, quoi. On se pose des questions, on se dit, bon, bah voilà. Le fait de ne pas savoir. Ah bah oui. Et que l'acceptation vient quand on sait. Quand on sait, clairement, parce que moi, je savais que si je remarchais, c'était dans les 6 mois ou 1 an, et une fois passé cette étape-là, clairement, là, on sait que c'est fini, c'est définitif. Donc, bon, bah maintenant, ok, c'est fait, maintenant, t'encaisses, et puis tu repars sur autre chose. Mais c'est sûr que si on m'avait dit, tu peux remarcher pendant 10 ans, faut attendre 10 ans pour savoir. Pendant 10 ans, tu te poses toujours la question. Donc c'est plus difficile pour repartir de l'avant. Dans la non-réponse, Bon, et puis les médecins le disent eux-mêmes, dans leur cursus, il y a très peu d'heures consacrées à la prise en charge. C'est d'ailleurs ça, Florence et Johan qu'on vient de voir, c'était ça, tout est parti de là, ce projet, il est né pendant leurs études. Ils ont réalisé, alors eux voulaient faire un métier lié à la santé parce qu'ils avaient envie de venir en aide aux autres, d'échanger, et ils se sont rendus compte que finalement, on ne leur apprenait pas ça. Et que dans le milieu hospitalier tel qu'il est aujourd'hui, on n'avait pas forcément le temps d'échanger avec les patients, d'être à leur écoute, d'avoir une empathie, en tout cas l'empathie qu'ils souhaitaient avoir. Donc ils se sont dit, on va partir à l'étranger, on va aller voir comment ça se passe ailleurs, et puis on va aider aussi les plus démunis, mettre nos savoirs, nos compétences au profit de toutes les personnes qui en avaient besoin. Elle se régale, Brigitte. D'habitude, tout le monde lui souffle. Là, elle te souffle. Et donc, la question, c'est qu'on vient de voir un clip de présentation. Ils en sont où, du coup, aujourd'hui ? Alors, ils ont commencé par la Guyane. Donc, on a vu Luc a des petites photos avec leur van, le van que vous avez vu. Puis ensuite, le van. Ils ont fait voilà. un truc de fou. Donc, ils sont partis en Guyane. Puis ensuite, ils ont descendu tout le Brésil, donc du nord au sud. Et en fait, à chaque étape, la journée, ils travaillaient en tant que bénévoles dans les hôpitaux ou les dispensaires. Et le soir, ils rédigeaient un blog et une page Facebook, leur idée étant de transmettre tout ce qu'ils ont appris auprès des soignants ou des malades qu'ils ont rencontrés et de transmettre ça aux soignants qui sont restés en France et qui ne peuvent pas voyager comme eux l'ont fait.
Donc, ils alimentaient ce blog, qui était une sorte de communauté de soignants, qui est toujours un blog qui est toujours actif, pour permettre aux infirmiers, aux psychomotriciens, Ils partageaient leurs toutes les découvertes, personnes. puisque Voilà, c'est- ils partageaient leurs découvertes avec des interviews, des reportages sur. Et tu parles au passé, on a entendu, ils partageaient leurs découvertes. Je parle au passé parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Regardez, en Guyane, au tout début du voyage, eh bien, Florence est tombée enceinte. Donc, ils ont quand même continué leur route jusqu'à ses 7 mois de grossesse. Donc, tout le Brésil, elle était enceinte. Et ensuite, ils ont dû rentrer à La Réunion, qui est l'île maternelle de Johan. Et actuellement, ils sont avec leur petite Julia qu'on voit sur la photo. Là, ils débutent Donc, ils une sont en nouvelle vie pause de du parents. projet. Donc, ils sont en pause à La Réunion, mais ils espèrent bien repartir. Et En ils pause à veulent- La Réunion, sympa. Oui, une petite pause à La Réunion, tout à fait, quand même. Il hein. avait un pied-à-terre. Ils avaient un pied à terre, la famille de Johan habite là-bas, et ils veulent repartir, alors soit dans le Grand Nord canadien, soit en Polynésie française, dans un autre style, ou en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est pour la prochaine étape. Grand Nord mais- canadien, ça va être brutal après La Réunion. Oui, ça risque d'être un petit peu brutal. Il va Ça risque falloir d'être faire brutal. parce que là, en shirt. Et là, ils mettent de côté, donc ils ont repris leur métier, et ils mettent de côté pour pouvoir continuer leur voyage. Et ce voyage-là, ils ont envie qu'il dure pendant des années et des années pour pouvoir continuer à apprendre auprès de, dans des systèmes très différents. Et du coup, vous avez une quête quand même, qui était de voir comment on prenait soin finalement des patients. Ils ont retenu quoi de leur voyage? Alors, ce qu'ils ont retenu, c'est que finalement, le système français est quand même pas si mal, qu'on est bien lotis. Par exemple, au Brésil, il y a énormément de corruption et les hôpitaux publics manquent cruellement de moyens, que ce soit des médecins, que ce soit des moyens matériels. Donc, il est possible, quand on est patient, d'arriver un matin et puis de découvrir que le médecin n'est pas là ou qu'il n'y a pas le matériel nécessaire. Et on vous dit, vous reviendrez dans quelques jours ou aller à des centaines de kilomètres dans tel hôpital, peut-être qu'ils auront quelqu'un qui pourra s'occuper de vous. Donc, vraiment, ça a été un choc C'était pour leur eux. surprise, en fait. Et ils se sont rendus compte que finalement, avec un petit peu plus d'humanité dans notre système français, eh bien, on est quand même, très bien soigné en France. Il suffit juste d'avoir un petit peu plus d'humanité, De chaleur. De chaleur. Bon, tu nous tiens au courant parce que là, on ne sait pas quand ils repartent. Oui, je veut vous savoir. donnerai des nouvelles Quand dès ils qu'ils repartent. repartiront. On veut savoir. Luc, on a parlé effectivement de ces histoires d'amour magnifiques dans un milieu hospitalier, un centre d'éducation, un hôpital. Et donc, tu as fait le tour du monde. Est-ce que tu en as vu d'autres? Ah oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que justement... Ils ne s'attendaient pas à ma question. Mais non, c'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'en matière d'amour, il n'y a pas d'amour impossible. Et c'est ça qui me plaît, moi. C'est ça qui me plaît. Alors moi, je voulais vous parler de Margaret. Margaret, elle vit aux États-Unis dans le Connecticut. Margaret, elle est atteinte de dystrophie musculaire. En fait, c'est une maladie génétique qui fait que, en fait, ses muscles, se diminuent de volume au fur et à mesure que le temps avance. Et au bout d'un moment, bien sûr, elle se retrouve en fauteuil roulant et elle se retrouve dans un service à l'hôpital en même temps que Chris. L'un comme l'autre n'imaginaient pas qu'avec la gravité de leur maladie, ils puissent connaître l'amour un jour. Eh bien, en se trouvant dans une chambre mitoyenne, qu'ils ont commencé à se fréquenter. Viens le fréquenter. Mais non, mais c'est plein d'espoir, ça. Mais oui. Mais oui, c'est ça. Ils ont commencé à partager des repas ensemble. Ils avaient une passion commune qui était la photographie. Et ils se sont mis donc tous les deux à arpenter les jardins de l'hôpital pour faire des balades romantiques, mais avec un appareil photo pour aller prendre en photo quelques recoins de l'hôpital qui étaient inexplorés. Et puis ils avaient une autre passion parce que tous les deux, ce sont de grands cinéphiles. Alors ils allaient à la médiathèque de l'hôpital et là, ils ont pu regarder en amoureux des films. Et le 5 octobre 2013, dans l'enceinte même de l'hôpital, eh bien, ils se marient. Même. Belle histoire. Ah ouais, belle histoire. Et après, ils ont carrément fait chambre commune. Ils avaient leur chambre. Chacun était en fauteuil, chacun avait son lit, bien sûr. Qu'est-ce que vous ressentez, Rémi? C'est beau, c'est sympa. Ah, franchement, ouais. On peut pas, après ça... moi, ça me fait rebondir sur moi aussi, quoi. La souffrance... C'est cette phrase que citait tout à l'heure Mathilde, qui disait c'est dur à formuler pour elle. Mais votre phrase à vous, c'est... Oui, c'est clair. Il a fallu que je perde 2 jambes pour rencontrer Mathilde. Donc voilà, puis je pensais, tout à l'heure, on discutait de destin. Moi aussi, je pense que c'est je crois beaucoup au destin. Donc voilà. Donc c'est sûr que c'est dur à accepter d'un sens, mais... Nathalie? Je me dis que finalement, tout est permis.
Ça ouvre, les portes s'ouvrent mais quand on s'aime, on a des ailes. On a des ailes. Mais oui, puis il ne faut pas se l'interdire surtout. Ouais. Il y a beaucoup de gens dans ta situation, dans la nôtre, qui se seraient interdits d'aller au bout. Mais, du moins d'essayer. On ne dit pas, bon, malheureusement, on peut rater, mais ils s'interdisent d'être heureux, quoi. Mais là, Tout ils bêtement. s'interdisent pas du tout. Il y en a qui croient qu'ils n'ont pas droit au bonheur. C'est terrible. Et malheureusement, pas joli happy end pour notre histoire, puisque malheureusement, Margaret est décédée, en fait, en février 2016. La maladie l'a emportée. Mais je garde quand même, et c'est ce que veut garder Chris, son mari, comme image, c'est que justement, leur amour était plus fort que la maladie. Quand on lui posait la question dans le documentaire, mais quel regard vous portez sur la maladie? Vous espérez un jour que ça aille mieux? Et elle disait, mais moi, je m'en fiche, moi. Moi, j'ai Chris dans ma vie. Son amour était plus fort que, malheureusement, tout ce qui a pu lui arriver. C'est ça. Bon, tu nous as fait un coup quand même. Hein. Oui, non, mais je ne pouvais pas vous le cacher non plus. J'ai entendu Julien ricaner, mais j'ai pas entendu ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Ouais, non, je disais que la PN est triste, mais bon, après, ce qui est important, c'est le bonheur qu'ils ont eu à un moment donné. Et moi, je trouve que ce qui est juste, c'est que oui, ils ne sont pas interdits de le faire. Ils auraient eu tort de ne pas le faire. Et c'est ça qui est fabuleux, quoi. Même si la fin, elle est ce qu'elle est. Mais bon, après, ils le savaient déjà, je pense, tous les deux. Ils étaient déjà dans ce schéma-là. Ils ne sont pas mentis dessus. Bien sûr. Et bon, c'est assez. Ça me rappelle un dicton espagnol qui dit on ne nous enlèvera pas ce qu'on a dansé. Ce qui est vécu est vécu. C'est vrai qu'ils ont vécu ça. C'est vrai, ce qui est pris est pris. Et alors, on va dire que la réalité parfois dépasse la fiction. Ah oui. Et donc, tu vas nous raconter une histoire qui Je vais s'appelle vous L'Hôpital, raconter qui paraît être inventée. Dans un film, on dit non, ça c'est trop. Et pourtant, c'est arrivé. Oui, parce que là, je vais vous parler d'un autre amour possible. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vous amène toujours aux États-Unis. Je vous amène en Caroline du Sud. Il y a à peine quelques semaines, dans un hôpital, dans une maternité, dans deux chambres mitoyennes, sont nés deux petits bébés. L'un s'appelle Roméo. Donc, deux parents différents, on est bien d'accord. Et l'autre s'appelle Juliette. À quelques heures d'écart, ils sont nés dans la chambre d'à côté. Roméo et Juliette. Roméo et Ils Juliette. ne se sont pas concertés. Ils se sont pas concertés parce que les parents ne se connaissaient pas. C'est un hasard pur. C'est la photographe de l'hôpital qui a pris l'un en photo, qui va dans la chambre voisine et dit mais vous êtes frères. Mais pas du tout, dit on ne se connaît pas. Et donc c'est un hasard qui est quand même assez rigolo. Roméo et Juliette sont nés. Très joli. Voilà. Et alors, ce qui serait génial, c'est qu'ils tombent amoureux dans 18 ans. Enfin, c'est génial. Tu l'as dit non, parce que la fin de l'histoire. Alors voilà, même pas... vous allez me dire, est-ce qu'il y avait des références shakespeariennes à leur histoire? Pas du tout. Roméo s'appelle Roméo parce que les parents sont fans d'un chanteur qui s'appelle Roméo Santos, que je ne connais pas du tout. Et la petite s'appelle Juliette parce qu'ils avaient déjà un garçon qui s'appelait Jonas. Il fallait un autre nom en J. Donc ils ont appelé Juliette. Voilà quoi. C'est comme ça. Comme toi, tu t'appelles Frédéric parce que tes parents étaient fans de Frédéric François. Aucun rapport avec Shakespeare. Mais alors, donc là, il n'y a pas de rapport avec Shakespeare, c'est quand même un hommage à son œuvre. Et puis, c'est toute une symbolique, parce qu'on parlait des amours interdits. J'ai vu que ça vous plaisait, cette histoire. Hein. Roméo et Juliette qui naissent en même temps. Ben oui, ils sont très mignons. Alors leurs parents sont devenus, ils sont magnifiques, ils sont magnifiques en plus. Leurs parents sont devenus de très bons amis. Ils ont décidé de fêter l'anniversaire, le premier anniversaire ensemble. Et déjà, ils rigolent du fait de célébrer leur mariage, quoi. Ils préparent. Ça, la photographe, elle a dit qu'elle serait là aussi pour faire les photos du mariage. Ils n'ont pas de pression, les gamins. Non, pas du tout. À peine de nez. Pas du tout. C'est au-delà du mariage arrangé, là. Voilà. Ça s'est passé sur la clinique. C'est les Américains aussi. Oui. Hollywood est déjà en train d'écrire une histoire, j'en suis sûr. Imagine. Ils ont écrit la fin, par contre. Espérons qu'il n'ait pas le même destin. Bon, on va parler du monde hospitalier, n'est-ce pas, Brigitte? Oui. Que vous, les uns et les autres, vous connaissez bien, pour le coup, et d'une association qui s'appelle Tout le monde contre le cancer. Voilà. Qui est une association que je connais bien, puisque ça fait quelques années que je les suis, et ils ont eu des idées assez originales. Je ne cache pas que quand il y a une bonne idée, on se dit toujours « mais c'est bizarre que ça n'ait pas déjà existé ». Et vous allez me confirmer, vous allez me dire si ça existait déjà ou pas. Alors, ce garçon, c'est un véritable magicien. Il a réussi à transformer les hôpitaux en des lieux chaleureux et positifs. C'est incroyable. Et il a fait ça. Au départ, il était journaliste à la télé. Et en 2005, il se dit, il est jeune encore, il a une trentaine d'années. Nicolas Rossignol.
Nicolas Rossignol. C'est quelqu'un qui m'impressionne. Il a autour de lui des personnes qui sont atteintes du cancer et il se rend compte surtout que le cancer n'est pas médiatisé, entre guillemets, comme le sont le sida, avec le SIDAction, le handicap avec le Téléthon. Et il se dit, il faut trouver quelque chose. Et c'est son déclic, c'est ça son déclic. Et surtout, il veut donner, il veut arrêter, il trouve que sa vie ne sert pas à grand-chose, Voilà. il veut être utile. Et donc il va arrêter totalement, alors qu'il travaille à la télévision, il sur arrête une tout. chaîne concurrente, où il avait un très bon poste, il a tout arrêté, Voilà. juste pour trouver quelque chose, pour améliorer Voilà. le quotidien des patients. Et des exactement enfants ça. notamment qui ont le cancer. Des enfants à l'hôpital. Alors, ils ont plusieurs missions. Hein. Ils emmènent les enfants, pour redonner le sourire aux enfants, ils réalisent leurs rêves. Ils les emmènent en vacances, ils organisent des vacances aussi. Enfin bon, ils font plein de choses formidables pour tout le monde. Et ils ont eu des nouvelles idées depuis peu. Depuis 2016, eh bien, ils ont eu l'idée d'amener un food truck au pied de l'hôpital. Comme si on mangeait mal à l'hôpital. Justement, parce qu'on mange d'une façon assez... Et donc, ils ont réussi à faire venir 50... Enfin, ils viennent un par un, 50 chefs étoilés qui préparent les repas. Et les enfants reçoivent un petit carton d'invitation, chacun, pour eux et leur famille, pour venir déjeuner. Voilà. Et donc, on va voir un petit magnéto. Vous avez toujours entendu dire que la nourriture à l'hôpital, c'est pas top ? Les enfants hospitalisés et leurs familles aussi sont gourmands. Et bien manger peut aider à mieux supporter l'hospitalisation. Tout le monde contre le cancer organise la première tournée gourmande pour les enfants malades et leurs familles. Toc en truc. Au programme, confection de tartelettes aux fruits. Ça s'appelle un fond de tarte. Pour pouvoir poser après tes petits fruits, on va mettre une petite chantilly au fond. D'accord ? Tu veux une fraise ? Regarde, on n'a pas eu beaucoup. Une pour toi, une pour maman ? Non, une pour maman, une pour Greg. Et c'est qui, Greg ? L'amoureux de maman. De nombreux enfants qui sont hospitalisés ne peuvent pas manger tout ce qu'un enfant de même âge pourrait manger. On va être plus sur l'esthétique, sur l'assemblage, sur les couleurs. Alan, c'est l'atelier pâtisserie. Tu veux te transformer en chef ? Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur chambre, les animateurs viennent jusqu'à eux. Une récréation bien appréciée entre deux périodes de soins. Tu peux mettre un peu de chantilly ? Bien sûr, ça va. On peut l'offrir à quelqu'un ? Et c'est toi le chef, c'est toi qui décide. Bah, je l'offre à mon infirmière à Diar alors. Oh ouais ! Un déjeuner gastronomique élaboré par un chef cuisinier est offert aux enfants malades, à leurs familles, aux aidants et aux accompagnants. Un vrai moment de détente et de partage dans un quotidien stressant. Tout cela préparé par des grands chefs étoilés et cuisiniers Toki. Ils en ont rêvé, l'association Tout le monde contre le cancer l'a fait. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jean-Marie? Ça veut dire quoi? C'est bien. C'est bien. J'arrive à lire toutes vos émotions maintenant. Ça veut dire c'est bien. Le côté culinaire, c'est aussi une rééducation au goût et au plaisir de manger. Parce que, par exemple, en cancérologie, les personnes qui doivent avoir une chimiothérapie, une des caractéristiques de ce type de thérapie, c'est qu'il y a une perte du goût. De goût. Donc de la perception, des odeurs et des saveurs. Et ça pose un problème, surtout sur le long terme. Oui. Donc là, c'est... Vous mangez plus. Oui, il y a aussi la perte du goût de manger, du plaisir de manger et des saveurs. Vous ne pouvez pas manger, quoi. Moi, en plus, j'ai fait une allergie aux produits, à la chimiothérapie. Il faut le faire, quand même. Voilà. Bah, tu vois, bon. Et là, c'est 18 kilos en 15 jours. Il n'y a plus rien. Et là, tu dis, c'est mort. Comment ça va aujourd'hui? Impeccable. C'est en rémission, tout va bien. Voilà. On a besoin de l'entendre. Et alors, la deuxième chose, c'est qu'ils ont créé cette année, là, c'est tout récent, ça s'appelle le Beauty Bus. Alors, ils C'est un amènent... spa itinérant. Un spa itinérant. Oui, hein. on peut dire ça. Alors moi, j'adore parce que regardez ce petit bus. Il a des cils et tout. Il est trop mignon, il est adorable. Et donc, les personnes viennent, et c'est pareil, ils sont installés au pied de l'hôpital. Et les personnes, les dames qui ont un cancer, les
parents d'enfants malades, même les hommes, peuvent venir. Alors, je ne sais pas si vous voyez leur air réjoui, mais on les maquille, on les coiffe, on leur fait essayer des perruques et on les masse. Donc, elles sont heureuses à tel point qu'il y en a une qui avait oublié sa perce à l'extérieur. Tellement elle était contente et hop, elle repart toute guillerette. Voilà. Et oui, Des c'est massages. merveilleux. Massage, oui. Donc, Et- spa itinérant, vous n'en avez jamais entendu parler? Non. Dans les hôpitaux non plus. Non. Je me retourne vers Mathilde, qui est psychomotricienne. Donc, le fait de voir qu'on masse, effectivement, qu'on touche. C'est quelque chose d'hyper bénéfique, je pense. Enfin, nous, je sais que déjà en thérapie, avec nos collègues ergothérapeutes, c'est des choses par lesquelles on peut intervenir. Des massages bien-être, des choses où vraiment on permet à la personne qui a vécu beaucoup de choses douloureuses de repasser dans des sensations positives. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, vous êtes toujours dans des soins invasifs qui sont douloureux, où votre corps, voilà, c'est quelque chose d'assez négatif, que vous comprenez plus, qui vous apporte que des choses pas bonnes, des choses un peu malheureuses. Et là, ça nous permet vraiment de repasser sur des choses où on est dans du bien-être, on est dans du mieux-être, et un peu en paix avec son corps et avec soi-même, quoi. Et que ça semble être superficiel, le rouge aux ongles, Ah non, mais ça a une fonction. Moi, je me souviens de stages voilà, où j'étais peut-être encore un peu jeune praticienne et où j'étais étonnée de voir ma maître de stage, une psychomotricienne, avec sa collègue ergothérapeute, proposer des ateliers un peu soins des mains. C'était un soin de rééducation, mais personne gériatrique. Je trouvais ça un petit peu superficiel de marquer dans le peu du temps soins des mains pour des rééducateurs. Et en fait, c'était tellement beau de voir ces petites mamies qui venaient pour de la rééducation physique, mais avec des troubles de la dégénérescence gériatrique normale. Reprendre soin d'elles, remettre du rouge sur les mains qu'elles n'avaient pas fait depuis 20 ou 30 ans et retrouver une petite féminité. Et puis, du coup, on reparlait de l'époque où elles se pouponnaient pour leur mari. Alors, on avait les histoires de vadrouilles en scooter en Italie. Ça permet aussi de pouvoir donner la parole à des personnes qui, finalement, sont dans un milieu tout le temps médical ou qu'on vient leur demander leur état. C'est tout autour de la santé. Voilà, c'est des questions qui sont toujours fermées. Là, ça permet d'être sur un autre... Sortir des préoccupations. Ouais, d'être sur un autre sujet de discussion et un truc un peu plus léger, un peu plus futile, mais tout aussi agréable. Donc c'est utile, c'est le point de vue de Mathilde. Et voilà, en plus, moi, cette association, je la connais depuis presque une dizaine d'années. Ils sont très impressionnants, hein. Très peu de frais de fonctionnement. 350 bénévoles qui font plus de 1000 actions par an. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'ils ont testé le Biotibus dans 5 hôpitaux. Ça a eu un tel succès qu'ils vont faire une tournée nationale. Et je trouve ça fantastique pour Nicolas. Il dit qu'il est l'homme le plus heureux du monde et que surtout, il est heureux quand des parents viennent le voir en lui disant grâce à vous, grâce à votre association, j'ai vu enfin mon enfant heureux à l'hôpital. Voilà. Alors, ils recherchent des bénévoles. Je vous le dis parce que il faut. Ils recherchent des bénévoles. Alors des bénévoles qui ont du temps à donner, mais même des bénévoles qui n'ont qu'une heure par mois à donner. Même ça. Parce qu'un informaticien qui vient les aider pour l'association. Donc, ils cherchent des bénévoles. Alors, vous avez tous les... Allez-y, tous. Les coordonnées sur le site. Sur le site de Mille et une Vies. Ça s'appelle Tout le monde contre le cancer. Tout le monde contre le cancer. Une association à qui on peut faire confiance, qui fait un travail incroyable, franchement. Oui. Merci Brigitte. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Pascal pour vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous raconter votre histoire très inspirante. Vous êtes consciente que c'est inspirant ? Certainement. En tout cas, vous êtes très lumineuse. On comprend pourquoi il est tombé amoureux de vous. Merci beaucoup. Obligé. Il n'y a pas le choix. Bon, merci à tous les deux. Donc, c'est dans 3 mois, normalement. Oui, c'est ça. On sait si c'est un garçon ou une fille ? Non, c'est la surprise. Voilà. Bon, vous nous tenez au courant. Oh, oui. Est-ce que vous l'appellerez Roméo ou Juliette? Pas du tout. Pour faire plaisir à Luc. Pour faire plaisir à Luc. Déjà tombé d'accord sur les prénoms au cas où ? Oui, c'est bon, on a tout ce qu'il faut là. Ah, bon. C'est secret pour l'instant. C'est secret aussi. Oui. Ah, okay. Bon, merci beaucoup. Bon, et puis, Rémi, donc objectif Tokyo. Objectif Tokyo. Mais merci sincèrement d'être venu nous raconter votre histoire tous les deux. Franchement, c'était super. Merci à vous. Ça donne envie de faire un petit séjour très court à l'hôpital. C'est une agence matrimoniale, vous disiez tout à l'heure. Voilà. Merci les camarades. Et merci à vous qui nous suivez depuis la maison. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très très vite sur France 2. À très vite. Jeudi, nous recevrons des invités au destin particulier puisqu'ils ont tous les deux vécu une double vie en endossant le rôle d'agent secret. Lorsqu'on est dans ces métiers-là, on est tout seul face au danger qui est en face. Ancien délinquant, Christian est contacté par une figure de la police judiciaire qui voit en lui le profil parfait pour infiltrer le grand banditisme. Il me dit « Toi, tu peux faire quelque chose. C'est de remonter les filières d'armes, c'est de re-rentrer dans le milieu. »
Grâce à son passé, Christian n'éveille aucun soupçon parmi la pègre marseillaise ou la mafia italienne. Pourtant, le danger est partout. Un des avocats de la mafia, il me dit « Tu t'appelles pas comme ça, c'est pas ton nom. Je vais savoir qui tu es et exactement ce que tu représentes. » J'ai connu des gens qui sont morts pour bien moins que ça. Alexandra, la fille de Christian, va connaître une enfance en marge, sans sortie ni amis. À l'école, c'était une personne bien précise qui venait me chercher le soir. Donc si cette personne n'était pas la même, je ne devais pas la suivre. Comme je devais absolument rien dire de ce qui se passait chez moi. En devenant agent secret pour le KGB, Sergueï va endosser plusieurs identités. Sa mission, surveiller et espionner les politiques français. Tout ce que je vous raconte actuellement, c'est passible de la peine de prison à vie. Je suis un traître en vous racontant tout ça.